Bonsoir, bonsoir à tous et à tous et à toutes. Merci d'être présent ce soir pour Sandra Vimon. Avant de commencer cette émission, j'aimerais juste faire quelque chose que je n'ai pas fait et que je ne fais pas d'habitude. C'est la première fois que je vais demander cela au public. Et bien dans le chat, de mettre plein de cœurs. Et même si c'est en replay, ça marche aussi, hein. Vous pourrez le faire. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que notre invité de ce soir est en train de perdre son chat. Voilà, donc j'aimerais juste, voilà, juste que vous mettiez haut les cœurs. Voilà, merci à vous pour cela. On t'accueille, Sandra, comment vas-tu? Mais merci en passant pour tous les cœurs. Je m'attendais pas à ça. Puis ceux qui me suivent connaissent bien quand même la petite Léla qui fait souvent des apparitions à l'écran là. Donc elle D'accord. se retrouve justement avec des gros problèmes digestifs, peut-être cancer ou inflammation chronique. Alors mais merci pour les cœurs. Ça va Voilà. aider, c'est certain. Merci à vous en tout cas. Vous savez que la cause animale me tient vraiment. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas plus pur que l'amour d'un animal qui, de toute façon, ne vous abandonnera jamais. Contrairement aux humains. Voilà, ça ne peut jamais trahir. C'est marrant parce que c'est, je crois, hier, quand on a fait le dégagement du plomb, c'est quoi avec Henri Billard, il disait les animaux donneraient notre vie pour nous et nous on demande à ce qu'ils donnent leur vie pour nous. Mais nous on donnera jamais notre vie pour eux. C'est très humain ça. C'est bizarre mais c'est comme ça. Alors, Je Sandra, pourrais rebondir sur ça vas-y, vas-y, parce que je t'en prie. je fais pas juste de la télépathie avec mon esprit, mais je suis quand même capable de faire de la télépathie avec ceux qui me parlent. Puis justement, ma petite Léla, euh, je fais des soins énergétiques, puis souvent, elle va participer, que ce soit en présentiel ou en ligne, elle va vraiment se coucher sur la personne, puis elle va absorber des choses de la personne. Puis elle a même pas 8 ans, donc c'est quand même assez jeune pour un chat. Puis je lui dis à la petite, mais il faut arrêter de faire ça, là, de prendre les choses à tout le monde, tu es en train de te rendre malade. Puis sa réponse, ça a été, ben laisse-moi faire ce que j'aime faire, puis je vais le faire jusqu'au bout. Donc je trouve que ça résonne très bien là avec ton Waouh, dernier waouh, commentaire c'est beau. qui montre à quel point, puis c'est pas tous les chats qui font ça, mais il y en a certains que c'est comme dire, mais laisse-moi faire mon travail, laisse-moi le faire jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Donc C'est sa mission, c'est son incarnation, c'est comme ça qu'elle a décidé son programme de vie, et elle demande à ce que oui, tu respectes ce programme-là, en d'autres mots. absolument. Génial. C'est quand même quelque chose. Ouais. Ah, c'est fabuleux. Alors, on va faire connaissance avec toi, et pour justement ne pas commettre d'impair, c'est vrai que quelquefois, il y a... alors, le Québec, on connaît pas. C'est pas qu'on connaît pas. On entend évidemment des légendes urbaines. Je crois que le drapeau du Québec, c'est fleur de lys, alors que du Canada, c'est une feuille. C'est ça? Ouais, C'est exact. différent. Et souvent, on Oh fait oui, l'erreur, on commet l'impair de présenter le Canada, enfin, le Québec avec le drapeau du Canada. Ce que n'aiment pas du tout les Québécois. Quand je vois ça, ils grincent des dents. Alors, je vais pas commettre d'impair. Tu es du Québec, tu es du Montréal, voilà. T'es francophone, t'es bilingue ou mm, pas? Parce qu'on sent vraiment un accent où tu parlerais presque anglais par moment. oui, absolument. Oui. Ah, Oui. tu parles fluency English? Oui, absolument. Alors, pourquoi certains Québécois oui et d'autres non? Pourquoi? Déjà, rien, on va commencer par ça peut-être. Une petite page culture. Oui. Ben dans mon cas, je parle anglais parce que j'ai été à l'école anglaise pendant quelques années, pendant mon jeune âge, et il y a des gens anglophones aussi dans ma famille. Alors, ça allait de soi là que j'avais à parler anglais. Ironiquement, quand je parle anglais, mais les anglophones, ils trouvent que, eh là là, je parle pas. J'ai un bon anglais là, mais ils savent que je suis francophone. Ah, bah ça c'est normal. The French accent, là, qui est toujours là, qu'on veuille ou non. Ouais, Ouais. absolument. Alors que Donc pour ça moi, je paraît. pensais que tous les Québécois, de facto, savaient parler anglais. Et je l'ai appris tardivement, hein. C'est pas le cas. La plupart ont une base quand même parce Oui. qu'on apprend, on a des cours d'anglais à l'école là, d'office. Alors, donc, normalement, les francophones, en fait, les jeunes certainement ont une base en anglais. Il y a certaines générations qui en ont un peu moins ou qui en ont beaucoup moins ou qui parlent pas du tout.
Mais je dirais en général, on a quand même beaucoup de bilinguisme. Plus on se rapproche des grandes villes, plus c'est le cas aussi. Mais il y a beaucoup de gens bilingues quand même au Québec. Mais malgré moi le fait que oui, je suis bilingue, même j'ai été trilingue là, je Ah, maîtrisais bien l'espagnol à une époque, puis je l'ai perdu, je le pratique pas assez. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encouragé dans beaucoup de milieux là, d'apprendre plusieurs langues. Mais après ça, il y a l'identification culturelle qu'on peut dire, bon, ben, je peux être bilingue, mais m'identifier à l'anglais, je peux être trilingue, puis m'identifier à la culture arabe, par exemple. Donc, il y a aussi l'identification qui a un grand impact, je dirais. Moi, je m'identifie beaucoup à la culture francophone, québécoise. J'ai beaucoup d'attachement à la langue française parce que c'est quand même une langue qui est extrêmement bien définie. oui. Je comprends pourquoi je suis née justement dans une communauté francophone. Puis maîtrisant plusieurs langues là, dans ma vie, j'ai vraiment constaté que le français, c'est la langue de la définition de la parole, de la précision de la parole. Puis c'est pas pour rien non plus que justement le milieu supramental a fait émergence dans la francophonie. C'est quand même pas rien là que au Québec, il y a eu plusieurs tentatives d'aller vers l'anglais, puis ça n'a pas marché du tout pour les personnes qui ont tenté la chose parce que justement, le vocabulaire, il y a certains mots qui sont manquants, beaucoup d'expressions qu'on veut on veut faire passer une vibration, on veut transmettre une vibration, puis on n'a pas les mots pour définir ce qu'on veut définir dans certaines langues. Donc, je trouve ça quand même pas banal là, de parler du français, de la francophonie, parce que c'est une langue qui nous permet vraiment de dire ce qu'on veut dire quand on parle de la conscience, parce qu'il y a beaucoup quand même de concepts qu'on va devoir Oui, comprendre. dans la C'est quoi profondeur. c'est quoi l'esprit universel, les différents plans de conscience. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Puis dans certaines langues, mais il manque des mots, on dirait, alors ça devient plus compliqué. Oui, un peu trop léger, en tout cas dans les couches de niveau de compréhension qu'il faut. C'est vrai que la langue française a beaucoup plusieurs mots et beaucoup de superlatifs qu'on peut utiliser pour différents niveaux de compréhension. Merci déjà pour cet Mhm. hommage à la belle langue française que tu viens de faire. Euh, no te preocupes de l'autre, si je te le dis en espagnol. Don't you worry about a thing. Moi, je suis pas trilingue, je suis bilingue, c'est déjà ça. Mais toi, si t'es bilingue en anglais, moi, c'est en espagnol que je le suis. Et c'est vrai que Ah, l'anglais, je oui. le pratique pas assez. Donc, comme quoi, hein, voilà, chemin et regard croisés, en tout cas, sur le langage. Les Québécois, on va terminer là-dessus sur la page culture. Est-ce que tu es consciente que les Français adorent l'accent québécois? Je te dirais que ton accent c'est lovely quoi, tout simplement. C'est magnifique. Ben, je suis ravie de savoir que vous adorez notre accent. Ah oui, vraiment, Je vraiment. dirais, moi, je fais quand même attention de pas utiliser certains mots que je sais que vous ne comprenez pas. Alors, j'ai quand même l'habitude là, de transiger avec les gens en Europe. En France, entre autres, Belgique, Suisse, La Réunion, Martinique, Guadeloupe. Bon, mais justement, c'est quand même assez cocasse là, certains mots. On peut rigoler beaucoup entre nous parce que des fois, on utilise un mot pour dire quelque chose et vous utilisez le même mot pour dire autre chose. Donc, Oui, c'est vrai, c'est dans vrai. les échanges, on peut avoir beaucoup de fou rire, beaucoup de moments agréables. Quand on Parce que réalise que le mot qu'on utilise n'est pas compris de la même façon. de la même façon de partout, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fait que tu aies cette possibilité de parler trois langues, il y a donc des cultures qui se mélangent, tu vois que la compréhension n'est pas compris de la même manière d'une langue à une autre, d'une culture à une autre, d'un pays à un autre. Et ça t'a permis peut-être aussi d'affiner, hein, en fait, tes outils, d'affiner les outils que tu as dans ta besace, parce que tu es auteur conférencière. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Alors, comme vous le savez, j'ai un ressenti qui me dit OK pour l'inviter, mais je ne connais pas l'invité. Je ne connais pas son parcours et je ne veux surtout pas le connaître avant parce que je découvre en même temps que vous, cher public, et je me mets au même niveau que vous. Donc, on est sur un piédestal identique, tous, l'invité, moi et aussi le public. Sandra, qui es-tu? On sait d'où tu viens, on sait combien de langues tu parles, puisque tu as dit tout à l'heure que tu parlais une douzaine de langues, et c'est tant mieux. Et, si, ça viendra avec le temps, t'inquiète. Que, alors, conférencière, autrice, mais dans quel domaine? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu?
Donc, je travaille dans le domaine du supramental. Ceux qui s'y connaissent souvent commencent à bien s'y connaître. Souvent, c'est un investissement, des études qui vont prendre des années pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Quel est ce monde? On pourrait dire c'est l'étude de la psyché humaine, la compréhension de l'être humain, vraiment d'un bout à l'autre, là, de son incarnation jusqu'à son retour là, de sa conscience vers les plans éternels. Donc, moi, je m'intéresse vraiment à l'être humain dans sa globalité. Mais il faut que ça serve aussi. C'est pas une psychologie qu'on va juste réfléchir. C'est pas de la philosophie non plus. Donc, c'est vraiment un domaine d'étude qu'on apprend à actualiser dans le quotidien, qu'on apprend à intégrer dans le quotidien. Donc, on va vraiment faire l'étude des pensées, on va faire l'étude de l'émotion, de l'émotivité, d'où vient la pensée, d'où vient l'émotion, d'où vient la colère, comment gérer la tristesse. Donc, il y a tout un monde à comprendre parce que rapidement, on réalise que les pensées, mais c'est de la communication. Donc, c'est une transmission télépathique qu'on reçoit dans notre tête. Il y a un exemple qu'on entend des fois, on va dire, bon, mais notre cerveau, c'est comme une radio, puis on reçoit des ondes. Mais sur quel poste est-ce qu'on est? Est-ce que c'est une entité astrale qui me parle? Est-ce que c'est une entité surmentale? Est-ce que c'est mon esprit qui me parle? Est-ce que c'est mon esprit universel? Donc, qui me parle? Puis, quelle pensée est-ce que je vais accepter? À quelle pensée est-ce que je vais donner suite pour être capable, justement, de dire, bon, mais voici ma personnalité. Alors, la personnalité peut inclure beaucoup plus que juste un ego. Ça peut inclure un ego, mais 3, 4 égos morts, donc des entités astrales. Donc, qui suis-je réellement? Donc, on couvre toutes les questions existentielles aussi dans la science du supramental. On l'appelle parfois aussi la psychologie évolutionnaire. Donc, c'est comme la psychologie qui évolue. C'est un pas de plus. Donc, on n'est pas dans le registre des psychologues du tout. On est vraiment dans la compréhension occulte qui va au-delà de. Donc, moi, il y a beaucoup de psychologues, des fois même des psychiatres, des médecins qui s'intéressent à mon travail parce qu'il y en a qui réalisent qu'il y a un plafonnement dans leur pratique. Puis ce plafonnement-là, mais qu'est-ce qui manque? Mais c'est certaines réponses dans l'occulte. Qu'est-ce qui génère des problèmes de santé mentale? Qu'est-ce que? Il y a toutes sortes de questions. Des fois, il y a des médecins qui me contactent. Bon, ben, ils se retrouvent avec des patients qui ont des problèmes. Ils se font brûler le système nerveux par l'énergie de la Kundalini, mais ils savent même pas ce que c'est. Donc moi, mais je suis quand même là pour apporter toutes sortes de réponses à toutes sortes de personnes. Non pas juste aux médecins et aux psychologues, mais vraiment à tout le monde qui cherche à comprendre le réel de la vie, le réel de sa vie, pourquoi qu'il m'arrive ce qui m'arrive, pourquoi je vis tant d'opposition, pourquoi que c'est difficile, pourquoi que il y en a qui ont des vies faciles, puis moi c'est donc bien compliqué, je vis des tensions continuellement, pourquoi moi je vis ça? Puis c'est toutes ces questions-là qu'on va chercher à répondre pour vraiment avoir une assise, une compréhension élargie du réel de la vie, parce que oui, les réponses existent. Pour moi, il n'y a pas de mystère. Le terme mystère, mais c'est parce qu'on n'a pas la réponse. Mais à partir du moment qu'on a la réponse, ben il n'y a plus de mystère, il y a des réponses. Alors, c'est mon travail d'apporter ces réponses-là à ceux qui sont prêts à les entendre, à les recevoir. Wow, merci pour cette très très belle introduction. Alors effectivement, supramental, supermental sont très proches. Ne confondez pas, c'est bien supramental et pas supermental. On parle souvent dans le développement personnel de couper le mental. Et là, le supramental, c'est quoi? C'est mettre le mental à l'honneur pour comprendre les origines de la pensée, parce que lorsqu'on a une pensée, elle vient d'où? Est-ce qu'elle c'est vraiment nous? Quand on dit j'ai une idée et elle sort comme ça du néant, je sais pas pourquoi, mais là pour moi c'est un mystère. Je n'arrive pas à comprendre d'où elle me vient. Est-ce que c'est l'alchimie de la somme de toutes mes expériences, des personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, de notre éducation, de notre culture, de notre art de vivre? On part souvent de synthèse hors mental, dans le mental est coupé, lorsque la nuit, on fait le bilan de la journée et on fait des rêves bizarres, et parler à un chien nous paraît tout à fait normal, alors qu'en fait, parce que le mental est coupé, sinon quand on se réveille, on se dit « J'ai rêvé hier soir que je parlais à mon chien. » C'était complètement débile, mais dans mon rêve, ça me paraissait totalement naturel. Où se situe la pensée? Est-ce qu'elle est segmentée? Est-ce qu'on travaille dans une pensée à plusieurs vitesses?
La nuit, est-ce qu'on a ce supramental qui se met en route parce que lui, il ne filtre rien, il joue sans filtre? Et est-ce que dans la journée, on a ces filtres mentaux qui se mettent en place parce que la bienséance veut qu'on ne dise pas à une fille, t'es bien fichu, toi. Ça se dit pas. Par contre, quand on lâche le mental, on le dirait. Et pourtant, toutes les femmes ne le prendraient pas mal. Elles prendraient ça comme un compliment. Si c'est bien dit et dans le respect, évidemment, dans la limite. Déjà, est-ce qu'on peut parler de l'origine de la pensée et la segmentation de la pensée? Est-ce qu'il y a plusieurs pensées en nous? Est-ce qu'on est schizophrène naturellement? Voilà. C'est beaucoup de questions en même temps, mais on va voir point Oui, par point. oui, je prends des notes. Ceux qui me connaissent savent bien, moi, j'ai Il n'y a pas toujours de un souci. crayon à la Tant main. mieux, tant mieux. Oui, parce que ça me permet là, de vraiment cibler le besoin. Alors, d'où vient la pensée, l'origine de Déjà, la pensée? c'est ça. Je pense que c'est un beau point où commencer. La pensée, donc, elle peut venir de plusieurs endroits, puis c'est un peu ça qui est compliqué. Comme je disais, mais la fameuse radio, alors notre cerveau, notre tête, c'est la radio, puis on reçoit des ondes, puis on change de poste. Alors, c'est dire, OK, mais qui émet l'onde initiale qui envoie les ondes à mon C'est cerveau? ça, c'est Alors, ça. je comprends que c'est ça la Autrement question. dit, c'est l'œuf et la poule qui est à l'origine. L'œuf d'abord qui a donné naissance à la poule qui a pendu l'œuf. Donc la pensée, Hum, c'est ça, c'est la première question que je me pose, moi. oui. Donc, d'où vient la pensée? C'est pas une réponse simple, mais on va y aller simplement quand même. Donc, si on regarde l'existence de l'ego, ben, on a déjà été autre chose qu'un ego. Avant d'être un ego, ben, on était un esprit sur le plan surmental. Avant d'être un esprit sur le plan surmental, on était un esprit universel sur le plan supramental. Avant d'être un esprit universel sur le plan supramental, on peut dire on était dans la source, donc dans un lieu où est-ce qu'il n'y a pas de forme, puis la conscience dort. Donc la conscience n'est pas en éveil, la forme n'est pas en éveil. Il y en a qui appellent ça le Tao, l'océan infini, tout est là, mais il n'y a rien. Alors, on est dans ces eaux-là. Alors, on a tout ça qui précède notre existence en tant qu'ego. Alors, on pourrait dire, il y a eu descente vers la matière, il y a eu descente vers qui on est aujourd'hui. Alors, si on demande ben, d'où vient la pensée, ben, il y a déjà la première effluve qui provient, disons, de l'énergie de la source, qui va se rendre jusqu'à l'esprit universel, qui va se rendre jusqu'à l'esprit, qui va se rendre ensuite à l'ego. Alors, moi, en tant qu'ego, je peux recevoir des pensées qui proviennent de mon esprit, des pensées qui proviennent de l'esprit, on les reconnaît comment? Mais ça va être des pensées qui vont être empreintes d'intelligence parce que l'esprit, c'est le principe identitaire, c'est le principe intelligent dans l'ego. Alors, c'est assez froid, c'est assez objectif, c'est assez mental. Alors, ça vient de l'esprit. Ce qui vient de l'esprit universel va davantage avoir une teinte, on pourrait dire, liée au principe de l'amour, donc liée à la compréhension de qui est l'autre. On va parler d'une grande sensibilité dans le rapport humain, dans le rapport à qui est l'autre, qui est le chat, qui est cet individu qui est devant moi. Je suis intéressée à connaître l'autre. Je vais écouter. Je vais pas commencer à tout de suite préparer mes arguments. Je vais prendre le temps d'écouter. Donc, j'ai une sensibilité qui va se développer de par l'infusion des énergies de l'esprit universel en moi. Donc, je dirais que ça serait nos deux pôles les plus importants. La source, on est quand même un peu plus loin, mais dans le domaine supramental, souvent, on va parler de l'intelligence, puis on va parler de l'amour, puis tout ce qui nous sort de ces deux pôles-là. Donc, de l'intelligence, de l'identité, de l'ego. On apprend à dire non, on apprend à mettre nos limites, puis la sensibilité dans le rapport à l'autre. Donc, tout ce qui nous sort d'un équilibre dans ces deux pôles-là, ben là, il faut commencer à être vigilant, de dire, OK, c'est pas mon poste de radio. Je suis en train de capter des parasites. Tu sais, des fois, là, on veut écouter un poste de radio, puis il y a un autre poste qui essaie de rentrer. Ben ça va être justement des interférences. Donc, encore une fois, des vibrations, comme une onde radio, c'est la même chose. Puis là, on va dire, bon, ben c'est des entités astrales qui essaient de rentrer dans mon canal de réception. Après ça, on pourrait dire, mais il y a des entités surmentales qui vont essayer de rentrer dans le canal de cette réception. Puis tout ça, mais ces interférences-là, comment qu'on peut les reconnaître? Ben, on pourrait dire, bon, ben
Si je m'auto-dénigre, certainement, c'est pas moi, là. C'est certain que c'est une entité. Si je dénigre l'autre, c'est certain qu'il y a une entité aussi. Puis il y a toutes sortes de faux pas qu'on apprend à explorer, à décrire dans le processus, là. Puis là, on apprend de choses, là, dans le milieu de la conscience supramentale. On apprend à définir toutes ces zones où est-ce que c'est pas nous qui pensons. Donc, ce ne sont pas nos pensées. Mais après ça, c'est dire, bon, mais il va falloir faire le tri des pensées parce que là, je réalise que ce ne sont pas toutes mes pensées qui sont à moi. Ce qui est à moi, c'est ce qui est à mon esprit universel. Il y a une continuité. On pourrait dire qu'il y a un aspect linéaire dans la réception. Mais il peut avoir justement des interférences, puis on pourrait dire la masse planétaire globalement reçoit des interférences. Par exemple, ça dit, bon, mais lance une chaise dans le mur, ben est-ce que je vais le faire ou pas? Fais une jambette à telle personne quand elle va sortir de l'autobus, ben est-ce que je le fais ou je le fais pas? J'ai reçu la pensée, mais est-ce que j'y donne suite ou pas? Donc, on va apprendre à faire le tri des pensées pour tranquillement être capable de déterminer qu'est-ce que j'actualise dans ma vie. Est-ce que je fais tout ce que ça me dit dans ma tête? On peut se retrouver dans des drames assez graves si je fais tout ce que ça dit dans ma tête, on se comprend. Quelqu'un écoute un film d'horreur, mais il y a toutes sortes de pensées qui rentrent dans sa tête. Regardez les films, par exemple, où est-ce qu'il y a beaucoup d'action, il y a de la vitesse en automobile, les gens rentrent dans leur voiture puis ils se mettent à faire de la vitesse aussi. Donc, on comprend là qu'il se passe quelque chose. Donc là, on peut recevoir justement des effluves qui proviennent d'interférences suite au film qu'on a vu, suite à l'échange qu'on a eu avec quelqu'un. Donc, il peut y avoir toutes sortes d'interférences. On peut même aller jusqu'à dire, bon, ben disons qu'on est sur une route, puis tout le monde a peur qu'on passe sous un pont, là, tout le monde a peur que le pont leur tombe sur la tête. Ben après ça, il se forme quoi? Ben, il y a toutes sortes d'égrégores, donc des amas d'énergie qui se forment là. Il y a des entités qui viennent. Puis moi, quand je vais passer sous le pont, je vais avoir une pensée, ben accélère parce que le pont pourrait tomber dessus. Donc, on se retrouve, il y a toutes sortes de phénomènes extrêmement occultes qu'on apprend à découvrir pour savoir, mais quand même que il y a beaucoup d'interférences dans la pensée de l'être humain. Alors, on va apprendre à, justement, faire le tri. Puis, tu as mentionné tantôt le mot censure, c'est intéressant. Donc, tranquillement, on va censurer certaines choses qui sont pas acceptables dans le rapport à soi, mais dans le rapport à l'autre. Ça passe pas, on le sait par simple bon sens. Si je fais ça, c'est pas acceptable. Soit que c'est pas intelligent, ou bien il y a un manque d'amour. Donc, il y a un déséquilibre, donc je vais censurer. Si c'est pas acceptable, ben je coupe. Puis il faut que j'aie la sensibilité de savoir qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Puis ça, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps, avec les années. On apprend à dévoiler nos propres failles psychiques, nos points faibles, si on veut le dire autrement. Parce que tout le monde arrive avec des points faibles dans sa personnalité, donc des endroits où est-ce que les entités peuvent s'immiscer plus facilement. Donc l'ego va se faire piéger par certaines zones qui ont besoin d'être travaillées au cours de son existence pour ne plus être pénétrables par différentes formes d'entités. Puis l'autre point que j'ai noté par rapport aux rêves la nuit, là on est vraiment quand même dans autre chose. Quand on est de jour, on pourrait dire, les gens naissent avec une conscience astrale. Donc, c'est le corps astral qui va réagir. Donc, en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on vit. Puis souvent, ben, le corps astral va amener une certaine forme de polarisation du réel. Bon, mais ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est vrai, ça c'est faux. Donc, il y a toute une polarité, ce qui fait en sorte que disons qu'il y a une guerre, ben tout le monde est certain qu'ils sont dans le bon, qu'ils sont dans le vrai, puis qu'ils ont raison. On n'a pas à creuser très longtemps pour constater ça, puis on dit ouais, mais c'est des fanatiques, il y a ça. Mais ultimement, ils ont des croyances sur lesquelles ils s'appuient. Puis ensuite, ben ces croyances-là peuvent faire en sorte qu'il y a des portes à des entités qui vont venir faire en sorte que l'être humain va faire la guerre envers l'être humain. Mais occultement, c'est pas ça qui se passe. C'est les forces descendantes que j'aime appeler, donc toutes les interférences qui vont vouloir que l'être humain fasse la guerre à l'être humain. Donc, c'est un peu ça le jeu, parce que si on fait un pas de plus, ben on va dire c'est ces interférences-là qui font la guerre à l'humain.
amenant l'être humain contre l'être humain. Donc, c'est tout un jeu qui est extrêmement rusé, qui est coriace quand même. Il y a vraiment une sorte de perversion en arrière parce que c'est difficile à voir dans le quotidien parce qu'on est tellement habitué de transiger avec ce qu'on va appeler la nature humaine, mais c'est comme ça. Mais souvent, on va dire, mais c'est plus une nature animalisée dans le sens où est-ce qu'il y a des interférences, c'est plus un humain qui est là. Oui. Donc, très souvent, l'humain, il est pas présent dans sa psyché parce que ce sont des entités qui sont chevauchées par toutes sortes d'êtres dans l'invisible. Donc, le jour, je reviens à ma direction. Donc, on a une conscience astrale, sauf quand on se développe en conscience, tranquillement, on va avoir une conscience surmentale. Ensuite, on va développer une conscience supramentale. Ça prend des années de travail, mais c'est intéressant de savoir, on débute avec une conscience astrale. Qu'est-ce qui arrive la nuit? Ben, le corps astral, il chevauche plus le corps physique. Parce que le corps astral, normalement, là, il englobe le corps physique, il englobe le corps éthérique inférieur. La nuit, ce corps-là astral, ben, il se promène. Donc, où est-ce qu'il se promène? Ben, il peut se promener dans les mondes astraux, proches de la matière, donc avec une vue sur la matière. Il y en a qui sont capables de faire ça. Mais en temps général, pour la plupart des gens, ce corps-là astral, mais s'en va dans le monde astral, où est-ce qu'un dinosaure devient une patate, qui devient un réveil matin, où est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut. Il y en a qui ont une certaine lucidité dans ce monde-là, qui disent, ah, ben, je peux sortir de mon rêve, je peux même avoir une action, puis, disons, influencer mes rêves parce que j'ai cette lucidité-là. Donc, il y en a qui ont cette capacité-là, il y en a qui les ont pas. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de savoir qu'on est dans le monde astral. Donc, c'est un monde qui est réel parce qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent le rêve comme étant quelque chose de pas réel. Mais c'est pas que c'est pas réel, c'est juste sur un autre plan de conscience. C'est la même chose si la nuit, quand on rêve, bon, on s'en va en surmental, mais on est sur un autre plan de conscience, puis les images qui vont venir vont être très différentes. On va se retrouver plus dans des mondes de Star Wars. On va être avec des vaisseaux, il va y avoir des planètes, il va y avoir des extraterrestres, beaucoup de machines, beaucoup d'ordinateurs. On peut voir des démons, on peut voir toutes sortes d'êtres sur ce plan-là. Donc tranquillement, on apprend à définir qu'est-ce qui se passe sur les plans. Où suis-je? Donc, où est-ce que, disons, il y en a qui méditent, il y en a qui vont avoir des trans ou qui vont visualiser ou voir certaines choses, ben, les gens n'ont pas les mots pour comprendre le réel de ce qu'ils vivent. Est-ce que je suis dans le monde astral? Est-ce que je suis dans le monde surmental? Est-ce que je suis dans le plan supramental? Donc, quel est le réel de ces plans-là? Quel est l'impact de ces plans-là sur mon quotidien? Dans mes pensées quotidiennes, parce que les gens réalisent pas que leurs pensées, c'est pas à eux. Mais il y en a qui sont à eux, l'esprit universel, mais il y en a qui c'est pas à eux. Puis même si je reçois une pensée de mon esprit, j'ai le droit de refuser une pensée de mon esprit puis de dire, mais parle-moi mieux que ça. Donc, tu manques d'amour, je pourrais dire ça à mon esprit. Alors, c'est vraiment l'ego qui est le point d'ancrage entre l'intelligence et l'amour. Donc, c'est vraiment l'ego qui doit trouver le point d'équilibre entre ces deux principes-là pour justement apprendre à faire un ménage dans sa psyché pour cesser d'être interféré. C'est là qu'on peut dire l'être est pleinement réel. Puis il y a plusieurs personnes dans le passé qui en ont parlé. On peut parler de Nietzsche, de Goethe, Sri Aurobindo. Il y en a qui ont parlé du surhomme, de l'homme nouveau. Moi, j'aime mieux dire l'être nouveau parce que sinon, on est pas mal dans le masculin. Mais c'est un peu ça. C'est vraiment... On pourrait dire aujourd'hui, on est dans une ère où est-ce que on peut vraiment comprendre le réel de ces plans-là. On peut développer des nouveaux corps subtils qu'on pouvait pas développer avant, qui nous donnent des nouvelles capacités qu'on n'avait pas avant non plus. Donc, une grande sensibilité face à différents plans de conscience, face à différents types de vibrations. Donc, il y a vraiment un processus expansif qui a 200 ans, on pouvait pas vivre ça. Donc, on est vraiment dans une période, on peut dire, assez exceptionnelle. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens incarnés sur la Terre qui sont intéressés à assister à ce changement-là de paradigme, parce que c'est réellement ça. Si on parle de changement de paradigme, jusqu'où ça va, ben on parle littéralement de création de nouvelles races.
On n'est pas dans des races physiques où est-ce que la couleur de la peau a un impact. On n'est pas là du tout. Quand je parle de nouvelles races, c'est des nouvelles races psychiques. Donc, des individus qui vont avoir des nouveaux corps subtils, ce qui va faire en sorte que psychiquement, ces êtres-là ne fonctionnent plus de la même façon. Donc, si je vais un peu plus loin dans le sujet, si l'ego vit la fusion avec l'esprit, donc avec son intelligence surmentale, ben, il se retrouve avec un nouveau corps subtil qu'on appelle le double éthérique. Donc, ce corps-là lui amène nécessairement une nouvelle sensibilité qu'il n'avait pas auparavant, une nouvelle objectivité face à la forme, face à l'événement, face à ce qui est vécu. Donc, ça va amener on pourrait dire une certaine froideur, mais un certain recul pour expliquer certains phénomènes qui, normalement, seraient extrêmement émotifs. Puis, on peut comprendre qu'il y a une intelligence derrière tous les événements qu'on vit, même s'ils sont difficiles à vivre. Puis ensuite, ben, il y a une autre race psychique, mais c'est ceux qui vivent la fusion avec leur esprit, mais ensuite aussi avec leur esprit universel. Donc, on pourrait dire l'ego est capable d'intégrer, donc d'amener en lui la vibration du plan supramental, le plan de l'esprit universel. Puis ça, ben, ça va encore une fois changer sa sensibilité. Puis ça va ajouter, on disait l'esprit c'est plutôt froid, l'esprit universel, mais c'est plutôt chaud. Donc, on est évidemment dans l'amour. Alors, dans la compréhension de qui est l'autre, je suis intéressée à l'autre. Puis, la sensibilité de ça va devenir tellement grande qu'on va capter beaucoup de choses que même les gens ne captent pas d'eux-mêmes. On va être capable de définir des choses beaucoup plus loin que ce que les gens sont capables de voir en eux-mêmes. C'est un peu ça mon travail, d'accompagner les gens pour définir le réel de ce qu'ils vivent. Parce que déjà, en partant, on peut voir, il y a toutes sortes de personnalités. Il y en a qui sont plus froids, intelligents. Il y en a qui sont plus dans la sensibilité du rapport avec l'autre. C'est de dire, bon, ben, est-ce qu'on est capable de trouver l'équilibre entre les deux ou est-ce que oui, je suis capable d'avoir une objectivité de conscience, mais sans jamais perdre contact avec le réel de qui est l'autre? Ou est-ce que je vais jamais dénigrer un autre être humain? Ou est-ce qu'on peut être toujours au même niveau avec l'autre? Il y a personne en haut de l'autre, en bas de l'autre. On n'est plus dans l'ère des gourous, on n'est plus dans l'ère des maîtres. On est dans l'ère de l'entraide, de la collaboration, où est-ce qu'on va tous s'accompagner pour être capable d'aller chercher une conscience élargie. Donc, c'est pour ça que le supramental, ben, c'est pas une religion, c'est pas un mouvement spirituel non plus. C'est vraiment une démarche personnelle de conscience pour être le seul à habiter notre canal, si on veut le dire comme ça, ou être le seul à habiter notre corps, qu'on vivra jamais de chevauchement, de possession, aussi minime soit-elle, même par la pensée, qui pourrait m'induire en erreur si je suis pas capable de faire le tri, puis d'identifier qu'on essaie de me jouer, qu'on essaie de me sortir de mon réel, on essaie de me sortir de qui je suis là en tant qu'être humain. De la matrice. Alors, ce film a dû te parler avec Morpheus, donc on va. Alors le féminin de Morpheus, je sais pas ce que c'est, mais si on devait te donner un prénom, ça serait celui-ci. Mais tu t'appelles Sandra Vimont et c'est très bien comme ça. Alors, plusieurs questions déjà sur le chat, on va les poser après. Mais d'abord, j'ai une question par rapport au fait que le supramental était peut-être étudié dans l'Antiquité, je dis ça peut-être entre guillemets, mais compris sous forme d'allégorie. Tu parlais justement de la source. Et cette cohérence qu'il y a de descendre et de descendre, si tu veux, en fil, qui permet d'avoir cet esprit incarné, qui finit par s'incarner au final. De bout en bout, on a une polarité, du haut vers le bas. On peut aller dans ce sens-là. Et cette double question, elle est de fait de dire, est-ce que dans l'Antiquité, les dieux de l'Olympe, qui représentaient plusieurs faces de notre personnalité, le dieu guerrier, Zeus qui envoie des éclairs quand il n'est pas content, Hadès, le dieu des enfers, Poséidon, dieu des mers, etc. Est-ce que ça, ce n'était pas plusieurs pensées qui étaient des pensées aériennes, aquatiques, guerrières, créatives, etc. Est-ce que finalement l'Antiquité, avec ces mythologies-là, n'était pas en train de nous parler du supramental malgré eux, d'une manière un peu détournée? Là, c'est la première question que j'ai. La seconde, elle est liée à la première, c'est-à-dire que s'il y a une descente de la source vers l'esprit de l'incarnation, est-ce qu'il n'y a pas une inversion aussi de remontée d'information? Puisque tout est information, si la source nous donne une information et que notre cerveau est un espèce de récepteur radio, est-ce que nous, on peut
pas, de temps en temps, alimenter la source avec ce qu'on apprend sur Terre de nos expériences, de toutes ces expériences qui sont vécues, parce qu'il y a des personnes qui ont vécu la ségrégation, d'autres des viols, d'autres des choses horribles, d'autres des choses formidables, sont devenus célèbres, des chanteurs, acteurs, danseurs qui ont connu la gloire puis la descente et les enfers. Est-ce que ça alimente pas aussi la source qui, elles, sont et serait un supraordinateur, là encore dans les mythes du Grand Nord, Hydrasil, ce méga arbre presque informatique qui rassemble toutes les vécus pour les régurgiter et redistribuer les rôles comme ça aux âmes incarnées. Donc, première question, l'allégorie des mythologies des Grecs, c'était pas déjà le supramental expliqué autrement par allégorie, et est-ce qu'il y a une remontée de l'information à la source, puisque la source nous inspire? Parfait. J'ai tout noté ça. Donc, j'aime beaucoup l'approche là de faire une comparaison avec la mythologie. Ce qui est quand même curieux, ce qu'on appelle de la mythologie, il y a quand même, je suis obligée de dire, un réel qui est extrêmement grand. On pourrait, par exemple, parler de la mythologie, dire, bon, ben les dieux avaient des relations sexuelles avec des humains, puis on pouvait donner naissance à des semi-dieux humains. Tu sais, il y a toutes sortes d'histoires comme ça dans la mythologie. Il y a toutes sortes de bagages qu'on nous transmet comme étant quelque chose d'impossible, ou comme étant des légendes, ou comme étant est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel? Tout ce qu'on nous a donné comme information, ben c'est clair que on est dans quelque chose de bien réel. Il y a des êtres dans le plan astral, oui, mais dans le plan surmental, puis on est surtout là quand on parle de mythologie. Donc, il y a beaucoup d'êtres en surmental qui vont avoir des effets sur les êtres humains incarnés. Je vais vous donner un exemple très concret à ce niveau-là pour faire un parallèle avec la mythologie d'époque. Au Québec, il y a un groupe, c'est pas très connu. À ce que je sache, c'est plus des femmes qui participent à ce groupe-là. Et ces femmes-là se rassemblent et ont des relations sexuelles avec des êtres dans l'invisible, donc ce qu'eux autres vont appeler des dieux, des anges, des archanges, etc. Donc, puis j'ai ah oui, vraiment, tu sais, puis est-ce que c'est agréable? Est-ce que qu'est-ce qu'il y en est réellement? Alors moi, j'avais posé beaucoup de questions à la personne qui m'avait raconté ça. Puis finalement, la personne, ben oui, c'est agréable. Moi, je me dis, c'est un peu dommage. Il y a tellement de beaux hommes, on peut rencontrer un être humain. Il me semble que c'est encore mieux. Mais bon, ça c'est ma note personnelle. Mais il y a quand même une réalité de dire, oui, les êtres humains peuvent avoir des relations sexuelles avec des êtres dans l'invisible. Donc oui, il y a des êtres qui sont quand même assez forts, assez puissants, qui ont certains rôles. Comme nous, sur la Terre, on a un travail, tu sais, on va travailler, on travaille dans tel milieu, ou on a une sensibilité dans tel domaine, dans telle chose. Donc on a des caractéristiques. C'est la même chose de leur côté à eux. Donc ils ont certaines caractéristiques. Puis ensuite, oui, il peut y avoir un rapprochement entre des êtres dans l'invisible et des êtres dans le matériel. Donc, ce qui se vivait à l'époque, il y en a encore qui le vivent aujourd'hui. Puis, si on va en surmental... Comme des dieux qui sont des dieux sur Terre, qui se sont accouplés avec des humaines et ont donné des demi-dieux. Hercule, il est le fruit de Zeus et d'une femme humaine sur Terre. Donc là, de la même manière, on peut créer comme ça des êtres éthériques avec nos pensées. Là, la nuance, c'est qu'à l'époque que c'était vécu, s'ils enfantaient, les corps étaient, là, on se comprend que les corps étaient moins denses qu'aujourd'hui. Donc, on pouvait générer des êtres, mais qui étaient beaucoup plus éthérés qu'aujourd'hui. Parce que ça, c'est important de le comprendre. Avant l'année 2012, on était en période de densification au niveau des corps physiques, matériels. Puis depuis 2012, on est en éthérisation. Fondamentalement, je dirais au niveau planétaire. Alors, donc, si on va plus loin en arrière, plus on recule, plus nos corps étaient éthérés. Puis en même temps, c'est de dire, il y avait des phénomènes qui étaient possibles à l'époque parce que on n'était pas aussi dense qu'on l'est aujourd'hui. Ah. Alors ça,
c'est quand même une information extrêmement importante. Donc les mythes ne seraient pas que des mythes, finalement. Il y avait peut-être une part de réalité. D'accord. Oui, oui, absolument, parce qu'on était moins dense. Puis c'est vers là qu'on s'en va. Parce depuis 2012, on est pas déséthérisation, on En est fait, en on refait éthérisation. machine arrière, on va revenir comme à l'époque de l'Olympe. On va Oui, se désidentifier, enfin voilà, enlever la densité, devenir plus ténu sur la matière, plus ténu. D'accord. ouais, donc on va devenir moins dense, puis moins on va être dense, ben plus on va réaliser qu'il va y avoir des possibilités qui vont arriver. Par exemple, ben un jour, l'être humain, avec son corps physique qui va être beaucoup plus éthéré, ben il va pouvoir s'en aller en astral, aller en surmental, aller en supramental, puis c'est vraiment là que le terme multidimensionnel va prendre tout son sens parce qu'on va pouvoir réellement se promener d'un plan à l'autre facilement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de dire, mais je vais prendre mon corps physique, je vais aller en astral, mais on y parvient toujours pas. Ou prendre mon corps physique et l'amener en surmental, ben moi je connais personne qui a réussi encore. Donc c'est vraiment la densité du corps matériel qui rend ça problématique. Mais avec notre corps astral, déjà il y a plus de possibilités avec le Oui, on n'a pas double, les limites du l'éthérique. corps physique. Le fait qu'on dépasse ces limites-là, on ouvre des champs de possibles. D'où le fait, que quelqu'un fait remarquer sur le chat, et très justement, on parle souvent que les prochaines générations seront plus spirituelles. S'il y a moins de densité, forcément, ils auront plus de possibilités. Mais c'est pas parce qu'on était stupide, hein, c'est l'époque qui le veut, surtout. C'est bien ce que tu dis, j'adore ça. Merci, je me sens moins idiot. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'on s'en va vers justement une éthérisation là, de nos différents véhicules. Tout à fait. Donc ensuite, je pourrais dire ça pour la mythologie. Donc c'est pas tant des histoires, mais il y a un réel, mais Oui, qui colle davantage à une époque, puis justement à des plans plus subtils que ce qu'on peut vivre aujourd'hui. tout à Puis fait. il y en a qui s'intéressent peut-être aussi au fait que on pourrait dire, dans certains écrits, on voit qu'il y a des gens, ils disaient, bon, mais ils vivaient 500 ans, 600 ans, 800 ans. Oui, c'est Comment vrai. ça qu'on est aujourd'hui? Mais c'est pour la même raison. On est trop dense. Oui. Donc, euh, donc, plus on va avancer dans le temps, dans les décennies ou dans plusieurs centaines d'années, ben, on va voir des gens qui vont pouvoir vivre de plus en plus longtemps de nouveau parce qu'il va y avoir éthérisation là, du corps physique. Waouh. Donc, ça pourrait faire un petit parallèle quand même qui est un sujet connexe là, à ce qu'on vient d'aborder. Bon, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va vivre plus longtemps pour devenir peut-être un peu moins con. C'est bien parce qu'un peu plus de temps va nous permettre d'être un peu plus sage. J'espère, en tout cas, j'espère. Vraiment. On le souhaite. Ah ouais, il me tarde cette éthérisation. Ça, sérieux. Je Oh prendrai une oui, oh machine oui. à avancer dans le temps pour aller dans le futur et me retrouver déjà. Il y a des questions déjà sur le chat, mais on va peut-être te laisser répondre à l'autre question, la seconde, qui était la remontée Oui, dans la source. L'information ne va pas dans un sens. Est-ce qu'elle est bidirectionnelle? absolument. Je l'avais pas oublié la question. Ben, j'écris tout, hein. Donc, euh, donc oui, on est de plus en plus vers la remontée. C'est très bien dit. On pourrait dire à l'époque spirituelle, on est encore un peu dedans, ben, pour une grande partie de la population qui s'intéresse beaucoup à la spiritualité. On constate que c'est encore bon, ben c'est eux autres en haut qui m'instruisent. Tu sais, c'est telle race, c'est telle ci, telle ça qui m'instruisent. Mais plus on avance dans l'intégration surmentale et supramentale, ben il y a vraiment une inversion qui se produit. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette inversion-là? Ben, on pourrait dire l'esprit habite l'ego. L'esprit universel habite l'ego. Alors, au lieu de juste regarder d'en haut, on pourrait dire, ben là, ils vivent sur la planète. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau qu'un esprit puisse habiter dans un corps matériel, qu'un esprit universel puisse habiter dans un corps matériel. Puis ensuite, ben, le fait que l'esprit et l'esprit universel habitent un corps matériel, ben, eux autres ils sont informés, ils ont plus d'informations, puis là, ils informent leurs collègues en haut, me diraient, il se passe quelque chose. Puis au-delà de ça,
ben l'esprit va utiliser la parole de l'ego pour parler. L'esprit universel va utiliser aussi la parole de l'ego parce qu'ils vont faire tous un. C'est plus juste un ego tout seul, c'est un être multidimensionnel qui a plusieurs corps, donc il y a plusieurs dimensions qui s'ajoutent au corps inférieur. Parce que en passant, on est tous avec différents corps inférieurs. Donc, on a le corps physique, évidemment. On a le corps vital, éthérique inférieur. On a le corps astral. On a le corps mental inférieur. Mais plus on grandit en conscience, plus on intègre l'énergie de l'esprit universel. Comme je disais plus tôt, on a des nouveaux corps. Donc, ces corps-là ont un impact majeur. Donc, c'est de dire, bon, ben ces corps-là me permettent de devenir l'esprit, d'avoir le verbe de l'esprit, d'avoir le verbe de l'esprit universel pour qu'il n'y ait plus de mystère, pour qu'on puisse comprendre le réel. L'esprit, le but de notre incarnation, en fait, qu'est-ce que c'est? L'esprit voulait s'incarner dans la matière pour comprendre la matière, faire l'expérience de la matière. Même chose avec l'esprit universel. Donc, c'est l'esprit puis l'esprit universel incarné dans la matière qui va commencer à instruire les êtres dans l'invisible de comment que ça fonctionne. Donc, on est bien dans la phrase où certains disent nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience de vie sur Terre, quoi, et incarnée. C'est bien ça. On est avant tout spirituel. Oui, on peut le dire comme ça certainement. Donc, c'est de dire, bon, ben, ces êtres-là qui est en haut, ben, sont justement sur plusieurs plans. L'esprit universel est sur un plan, l'esprit est sur un plan, l'ego est sur un autre plan. C'est de dire, bon, ben, tout ça se retrouve en bas. Donc, le haut se retrouve en haut. Donc, il y a vraiment une descente vers la matière qui est une fusion. Puis ensuite, ben, le verbe de l'être qu'on peut appeler intégral, qui est complet, qui peut être absolu, ben, c'est ce verbe-là qui va résonner ensuite sur les hauts plans de la conscience. Puis c'est l'être nouveau sur la terre qui va instruire les esprits, qui va instruire les êtres dans les plans supérieurs pour dire, ben maintenant, c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis maintenant, les prémices d'évolution de l'être nouveau doivent changer. Puis maintenant, voici comment ça doit fonctionner. Donc, c'est vraiment l'être humain qui est celui qui va avoir la parole qui va être entendue le plus loin dans le cosmos. Donc, c'est pas le cosmos qui me parle, c'est moi qui va parler au cosmos, puis c'est moi qui va établir comment ça doit fonctionner pour les temps à venir. Donc, c'est vraiment un renversement complet. Donc, oui, l'information remonte. C'était le but de pourquoi on est incarné. Wow. Pourquoi l'ego est sur la Terre? Mais l'ego est sur la Terre parce que l'esprit universel voulait avoir une mesure de lui-même jusqu'au bout de qui il était. Mais pour pouvoir y parvenir, mais il a fallu qu'on y enlève un peu de lumière. L'esprit universel est devenu esprit. On a enlevé encore un peu de lumière parce qu'il fallait aller encore plus dense. On est devenu un ego avec des corps subtils sur la Terre. Puis avec les années, ben on a construit un corps physique, matériel, qui est arrivé jusqu'au bout de sa densité en 2012. Puis ensuite, ben, c'est de dire, bon, ben, ces êtres-là, maintenant, sont prêts à pénétrer la matière de plus en plus. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines générations. Donc, des gens qui vont être de plus en plus pénétrés, donc on pourrait même dire chevauchés par leur esprit et non plus par des entités qui essaient d'interférer. Parce qu'ils essayent fort, hein, puis c'est quand même important que les entités essayent fort de rentrer parce que c'est vraiment ce qui va permettre à l'ego de dire non, ça suffit. Donc, de rentrer dans son identité via la colère de son esprit puis de dire, mais là, c'est assez, là, le viol psychique, là. Mon canal, c'est à moi. Je comprends. Ça se comprend bien. Alors, je vais te poser 3 questions qui viennent sur le chat parce qu'elles sont récurrentes et ça a l'air d'intéresser beaucoup de monde. Alors, Ali qui demande, la paralysie cérébrale est très commune. Moi, je savais pas, je viens de l'apprendre. Quel est le but d'incarner ce handicap? Déjà, voilà, première question. Il y a aussi une personne qui demande combien de catégories de pensée as-tu catégorisé, en quelque sorte, hein? Est-ce qu'il y a des types de pensée et combien il y en a? Est-ce qu'il y a 12 sortes comme les 12 signes de zodiaque, 12 types de pensée, peut-être les types de pensée oniriques comme dans les rêves ou autres? Voilà. Et enfin, la troisième et dernière question, c'est ces interférences dont tu parles. Tu as donné tout à l'heure l'exemple du cinéma. On voit un film justement où c'est des voitures qui filent à toute vitesse comme Fast and Furious. À la sortie, c'est vrai que si c'est un film de combat comme Karate Kid ou quoi, on a l'impression
qu'on est les plus forts et on maîtrise alors qu'on n'a jamais travaillé le kung-fu ou quoi que ce soit. Mais pareil, on va avoir tendance à appuyer sur le champignon de la voiture. Jesualda demande, au passage, juste, j'explique ça, c'est important. Tu vois, elle a voulu ne pas être parasitée, interférée par les pensées du monde entier, où tout le monde prenait sa voiture pour aller travailler. Jesualda en Guadeloupe, sachez-le, aujourd'hui, se sert de sa jument pour aller au travail à cheval. Donc, si vous voyez une nana en Guadeloupe en train de chevaucher au galop un cheval, c'est qu'elle est en retard au boulot. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire au passage, Jesualda. Donc, elle vit en Guadeloupe. Elle a décidé d'aller en cheval à son travail pour sauver la planète. Très bien, merci. C'est pour être en accord avec elle-même. L'interférence, ces interférences peuvent-elles venir aussi de nos ancêtres? C'est la question de Jesualda. Voilà, entre autres. OK. Je t'ai posé donc 3 questions du chat, purement. OK. Je suis en train d'écrire pour être capable de bien pouvoir répondre. OK. Donc, le premier point, paralysie cérébrale. Donc là, on comprend que les circuits ne fonctionnent pas correctement. On pourrait faire un lien avec Alzheimer, mais restons avec la paralysie cérébrale. Donc, on comprend que, justement, il y a une circulation énergétique qui n'est pas parfaite. Je vous disais juste un peu plus tôt, 2012, on était l'année où est-ce que la densification était la plus grande. On est sur une planète, justement, qui a des forces gravitationnelles qui sont actives, donc des forces qui vont aller cristalliser, qui vont densifier. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que s'il y a un schéma qu'on répète, c'est comme un sillon sur un disque. Donc, si on le répète suffisamment de fois, mais le sillon va être très profond, puis on pourrait dire il se cristallise avec cette forme-là. Alors, qu'est-ce qui arrive si on parle de paralysie cérébrale? C'est que il y a des gens qui étaient probablement prêts à vivre une expansion psychique, une expansion de conscience, puis que ça n'a pas été vécu, puis l'énergie, elle a figé. Alors, je trouve l'exemple de l'Alzheimer est quand même très proche, là. J'ai envie de le ramener un petit peu pour aider à comprendre. Donc, cette problématique-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne va commencer à avoir des trous de mémoire, des pertes de mémoire. Si on a des pertes de mémoire, ben là, déjà, il faut rentrer... Là, c'est sûr, je rentre dans le pas mal occulte, là, mais lorsque l'ego fusionne avec son esprit, qui est en surmental, qu'on appelle aussi le plan mental supérieur, ben le plan mental supérieur, c'est comme si au niveau de nos corps, il y a fusion entre le mental supérieur puis le mental inférieur, donc qui fait en sorte que toutes les réflexions pratico-pratiques dans le quotidien, apprendre une langue, tout ça, donc ça va être pris en charge par l'esprit, donc par le mental supérieur. Puis lorsqu'on vit la fusion avec l'esprit, justement, donc c'est l'esprit qui doit prendre en charge le mental inférieur. Puis pendant cette transition-là, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont quand même vécu, il y a quand même plusieurs milliers de personnes sur la Terre qui ont déjà des doubles, puis il y en a plusieurs qui sont passés par cette étape-là, moi inclus, où est-ce que on a des problèmes avec notre mémoire, parce que ce qui était régi par l'ego devient quelque chose qui doit être régi par l'esprit, puis il fait pas son travail. Pourquoi il fait pas son travail? Mais parce qu'il l'a jamais fait avant, parce que c'est l'ego qui doit lui dire, mais fais ton travail. Quand je mets des vêtements dans la sécheuse, dis-moi de les sortir. Vers telle heure, bon, mais faut que je fasse telle chose. Puis là, tranquillement, on réalise qu'on a sérieusement besoin de notre agenda parce que on reçoit plus l'information. Il y a comme un trou. Donc, on pourrait dire, oui, mais dans la population en général, c'est pas tout le monde qui travaille ça, la conscience, créer leur double, c'est même une infime partie. Alors, en quoi ça s'appliquerait à la population en général? Mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'étude de la conscience supramentale qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Donc, il y a quand même un processus qui est vécu chez beaucoup de personnes. Puis plus on avance en âge, bien, plus l'esprit essaie de faire ou de provoquer cette fusion-là. Donc, où est-ce que l'esprit va essayer de prendre en charge le mental inférieur de l'ego. Mais ensuite, qu'est-ce qui arrive si l'esprit essaie de prendre en charge le mental inférieur de l'ego? Puis là, l'ego, il se fait dire, bon, tu commences à perdre la mémoire, ça circule moins bien au niveau de ton cerveau, c'est en train de se cristalliser, bon, on dirait que tu es en train de développer telle maladie. Puis, donc, plutôt que de faire travailler l'esprit
qu'est-ce qui arrive? Ben, on rentre dans une croyance, on se colle une étiquette de problématique, puis finalement, l'énergie finit par figer. Puis ça, ben, ça peut avoir été quelque chose qui a commencé dans notre vie précédente, puis qui se poursuit dans cette vie-ci. Donc, c'est pour ça que ça peut arriver assez jeune aussi, dans la vie actuelle. Alors, il y a toutes sortes de paramètres auxquels il faut tenir compte, là, que c'est du cas par cas, mais on réalise il y a vraiment une énergie qui se fige. Puis la solution pour sortir de ça, ben c'est de commencer à parler à l'esprit puis de lui dire de faire son travail. Donc ça revient exactement, c'est comme ce qu'on disait il y a quelques instants, l'information, il faut qu'elle remonte par en haut. Puis il faut commencer à travailler avec les autres plans. Puis je pourrais même faire un petit clin d'œil. Souvent, ben, il y a des gens qui vieillissent, on dit bon, mais ils commencent à développer une démence. Ben c'est quoi la démence? Dans beaucoup de cas, c'est juste la vision du plan astral qui s'ajoute à leur réalité. Et puis en plus, il peut y avoir des entités qui rentrent dans ça. Il y a plein de phénomènes. Mais dans le milieu médical, souvent, il y a un terme, mais il y a plein de phénomènes subtils qui se cachent en arrière. Il faut être capable de les définir, ces phénomènes-là subtils. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bon, ben, les gens développent une démence, mais tout ce que ça veut dire, ultimement, c'est qu'ils commencent à voir en astral, donc ils se préparent à aller en astral. Donc, on comprend qu'il y a un processus qui est normal, qui est naturel, puis on a tendance à médicaliser ces processus-là qui sont médicaux, qui sont... Oui, alors qu'en fait, tout reprend sa place, tout revient dans l'ordre, en réalité. Oui, c'est comme exactement. ça qu'il faut le voir. C'est vrai. Ouais. Donc déjà, d'avoir un autre regard, de dire, bon, ben, OK, mon grand-papa, il fait la démence, ou ma grand-maman, puis bon, ben, ma grand-maman, elle voit mon grand-père qui est décédé il y a 3 ans, mais c'est impossible. Donc là, on va les médicamenter parce qu'on dit, mais ce que tu vois, c'est impossible. Mais tout ce qui se passe, c'est qu'ils voient en astral. Donc c'est quand même dommage que la société en général n'a pas l'information, parce que si on avait l'information, ben, on pourrait transiger différemment avec ce que nous appelons une problématique. Alors, si on parle de paralysie cérébrale, ben, on comprend tout simplement que les circuits sont figés. Puis si on veut aller encore plus loin dans la compréhension occulte de l'événement, mais si on est capable de rentrer dans l'énergie de l'esprit, donc de commencer à faire remonter l'information par en haut, comme on disait, d'avoir un rapport avec l'esprit, puis de dire, ben, fais ton travail. Puis ça, faut que tu me le dises. Quand j'ai des vêtements dans la sécheuse, faut que tu me dises les sortir. Quand il y a ci, faut que tu me... Bon, mais si mon fils il a un rendez-vous, faut que tu me le rappelles à telle heure. Puis si je me mets un cadran parce que je suis pas certaine de m'en rappeler, ben quand le cadran sonne, il faut que je me rappelle pourquoi j'ai mis le cadran. Ça peut aller jusque-là pour me rappeler que j'ai quelque chose à faire. Donc, l'esprit a vraiment, vraiment un travail à faire. Puis, dans mon cas, ça a pris à peu près 4-5 ans avant que mon esprit vraiment embarque correctement dans son travail puis qu'il me dise ce que j'ai à faire. Sinon, ben, c'est sûr que c'est une période qui est difficile, même pour aller travailler. On peut même pas aller travailler. On n'a plus la mémoire adéquate. Ça devient compliqué. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes qu'il faut savoir qui sont des phénomènes temporaires, puis ils deviennent permanents à partir du moment qu'on rentre dans les croyances face à ce qu'on vit, parce qu'on les fige. Donc, je pense que ça serait la meilleure façon d'expliquer la paralysie cérébrale. Puis, petit point, là, avant que je l'oublie, quand l'esprit commence à faire son travail, ben souvent, on va poser des questions à l'esprit, puis lui, ben, il nous doit une réponse. Puis, lorsque l'esprit se déplace avec son corps de lumière, parce qu'un esprit, c'est une conscience, mais il y a un véhicule aussi qui est son corps de lumière, mais quand il se déplace, il y a un déplacement de l'énergie dans notre cerveau aussi. Donc, au niveau du circuit des neurones, il se passe quelque chose qui est le même trajet que le double qui se déplace en surmental. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes extrêmement occultes, des parallèles à faire entre le corps physique et les plans subtils. Donc, si mon double est supposé de se déplacer puis il se déplace pas, ben moi, je vais figer dans la matière. Donc, on est dans le très occulte, j'en conviens, mais de plus en plus, il va falloir être capable de comprendre le réel de notre monde matériel en s'appuyant aussi sur la réalité de l'invisible, parce que c'est indissociable. Tout ce qui est dans l'invisible a un reflet dans la matière.
Donc, parce qu'on sait que ce qui est subtil se cristallise vers la matière, l'un est toujours lié à l'autre. On est des êtres multidimensionnels, puis on a tendance à l'oublier beaucoup dans cette société où est-ce que la matière, si je le vois pas, ça existe pas. La matière, c'est le roi de tout. Mais de plus en plus, ben, on est en train de s'ouvrir à l'invisible. Il y a de plus en plus de gens qui perçoivent, qui captent des choses. Donc, tranquillement, on va être capable de trouver des réponses à ça. Alors, ultimement, la réponse, malgré toutes les prouesses médicales qu'on fait, qu'on continue à faire, la réponse à toutes sortes de problématiques, c'est une compréhension du réel dans l'occulte, dans l'invisible, pour qu'on puisse avoir une nouvelle approche, pour qu'on puisse aborder les choses différemment, pour qu'on puisse mieux accompagner l'individu dans ce qu'il vit, dans la transition, parce qu'on vit une transition, puis le fait qu'on comprend pas qu'on est dans une transition, ben c'est là que ça a des effets fâcheux, parce qu'on se cristallise dans des croyances ou dans des structures qui sont figées, au lieu d'être dans quelque chose qui est fluide, où est-ce qu'on continue à garder un mouvement. Donc, c'est ce qui s'en vient de plus en plus là, dans les prochaines générations. C'est ce qu'on va voir, un intérêt de plus en plus grand de comprendre ce qui se passe dans l'invisible pour être capable de mieux supporter la transition qu'on a à vivre matérielle, parce qu'on est quand même dans une période où c'est pas facile au niveau physique, matériel, où est-ce qu'il y a vraiment une transition qui se fait. Puis, on en vit souvent les contre-coups de cette transition-là qui est mal comprise. Donc, voilà pour la paralysie cérébrale. Les catégories de pensée. C'est sûr qu'on peut aller loin dans ça. On pourrait avoir des grosses catégories, des sous-catégories, parce qu'évidemment, ben, on pourrait dire, bon, ben, il y a des pensées qui proviennent de la source. Je dirais pensée, mais même pensée, je serais presque pas prête à aller jusque-là, mais des effluves, des ressentis. Si on est à ce niveau-là, c'est vraiment comme une sensation de vide. Des fois, tu sais, c'est pas souffrant comme tel, mais ça peut être comme épeurant. C'est comme si la goutte d'eau devient l'océan, puis on perd notre identité complètement. Donc, ça peut être malaisant un peu pour nous qui sommes incarnés dans la matière. Moi, j'appelle ça le dévorement fusionnel. Là, j'ai un ouvrage qui porte sur ça spécifiquement pour qu'on comprenne, parce que c'est quand même assez occulte. Mais si je résume, des fois, tu sais, on sent comme si tout est vide. Là. On est comme presque en dehors de nous-mêmes. On est presque pas incarné. Tu sais, c'est comme on est dans un espace de non-être. Donc, c'est quand même une sensation qui peut générer des pensées par la suite. Ce qu'on voit le plus, sinon en termes de catégorie de pensée, ben, il y a les pensées qui proviennent de l'esprit universel, donc qui vont tenir compte de l'autre. Mais évidemment, j'avais dit, ben, il peut y avoir des interférences. Donc, si ça provient pas de l'esprit universel, ben, ça peut provenir justement de quelque chose qui se fait prendre pour l'esprit universel. Donc, on pourrait être dans une entité surmentale, même spirituelle, qui va vous dire, bon, mais je suis un archange, je suis ci, fais ce que je te dis, crois-moi. Donc, dès qu'on a des pensées, où est-ce qu'on est amené à être en dévotion devant quelque chose de plus grand que nous, à être à genoux devant quelque chose qui apparaît comme étant plus grand que nous, ben, nécessairement, on est dans une interférence. On n'est pas dans le réel de qui on est parce qu'on n'est pas supposé de se mettre à genoux devant qui que ce soit ou quoi que ce soit. Notre conscience est solaire parce que le plan, je l'ai peut-être pas mentionné, le plan supramental, ben, la forme de ça, mais ça correspond au soleil. Donc, l'esprit universel, la conscience solaire ou supramentale, mais c'est la même chose. Donc, la conscience de l'ego provient du soleil initialement. Donc, on vient de là. Alors, le soleil, on pourrait dire, ben, il n'y a pas besoin de se mettre à genoux devant personne parce qu'il se contient pleinement. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, dès qu'on se met à genoux devant quelque chose qui semble plus grand que nous, c'est parce qu'on n'est pas capable de supporter le réel de qui on est. Alors, il y aurait des pensées comme ça qui nous amènent à être à genoux. Il y a des pensées aussi qui nous amènent à avoir une grande méchanceté face à l'autre. Tu sais, on peut manipuler l'autre, on peut blâmer l'autre, c'est tout le temps la faute de l'autre. Quand au fond, ce sont des entités qui peuvent être astrales ou surmentales qui vont nous amener à avoir des réactions comme ça.
Donc, on pourrait dire, donc en termes de catégorie de pensée, bon, on avait vu la source, qui est un petit peu une catégorie à part. Il peut avoir les pensées de l'esprit universel qui nous amènent une grande sensibilité face au réel de qui est l'autre. Après ça, dans le surmental, il y en a qui vont se faire prendre pour autre chose que ce qu'ils sont. Il y en a qui vont vous demander de vous mettre à genoux devant eux ou de croire ce qu'ils vous disent. On peut rien y croire. On écoute puis on voit est-ce que ça correspond à une vibration du réel en nous ou pas. Donc, on sort complètement de la croyance, on sort de l'assujettissement. Donc, j'ai aussi parlé des pensées, justement, qui vont dénigrer l'autre, qui respectent pas la sensibilité. On va manipuler l'autre. Il y a toutes sortes de pensées qui viennent contre l'autre. Sinon, ben, il va y avoir les pensées de notre esprit qui vont être assez intelligentes. Bon, ben, pourquoi tel enfant est mort? Ben, il est mort parce que ta. Puis, ça va être une réponse extrêmement intelligente et froide. Mais des fois, on va trouver ça un peu trop froid. Juste l'esprit. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'esprit et l'esprit universel. Donc, il y a l'esprit. Puis ensuite, ben, l'esprit, lui, peut être chevauché par des entités surmentales aussi. Donc, c'est pas juste l'ego qui peut être chevauché. L'esprit peut être chevauché. Donc, par les entités spirituelles, justement, qui vont dire, bon, mais mets-toi à genoux devant moi. L'esprit peut être chevauché aussi par des entités surmentales qui ont une méchanceté envers l'autre, qui n'ont pas de considération. Fais comme moi, puis tu vas être correct. Donc, toutes sortes de formes de domination. Après ça, ben, il y a les entités astrales. Donc, ça peut être des entités spirituelles astrales. Comme ça peut être, tu sais, on a toujours les deux polarités. Donc, les entités spirituelles astrales on va être beaucoup dans le maître, dans le gourou, aussi à ces niveaux-là. Puis sinon, ben, il va y avoir l'entité astrale, mais plus noire. Donc là, si on peut tomber, disons, dans les cas extrêmes, on pourrait être dans le vaudou, on pourrait être ceux qui font de la sorcellerie, dans le satanisme. Donc, il y a des entités noires extrêmement coriaces en astral, mais en surmental aussi. Je dirais, ben ça serait nos grosses catégories. Puis après ça, ben c'est sûr qu'on peut décortiquer. Mais donc, esprit universel, puis ensuite les deux polarités dans chacun de ces plans-là. En fait, je viens de dire une niaiserie. L'esprit universel, c'est pas un monde polarisé. Donc, c'est plus si on essaie de se faire prendre pour l'esprit universel, mais on ne l'est pas, parce que dans le plan solaire, mais c'est la perfection absolue. Donc, on peut se faire piéger par le plan surmental, puis on peut se faire piéger par le plan astral, qui, ces deux plans-là, ont une polarité bien mal, vrai, faux, etc. Donc, ça serait en gros ça, les catégories de pensée. Puis après ça, ben, on pourrait décortiquer en fonction de telle émotion, autodénigrement, on pourrait étudier en fonction de la tristesse, en fonction de la colère, mais justement, on peut créer des catégories à l'infini. Donc, voilà pour la deuxième question. Puis, est-ce qu'on peut avoir des interférences qui proviennent de nos ancêtres? Ça, c'est quand même assez occulte comme question. Nos ancêtres, en fait, on pourrait dire, bon, ben, ça serait un ego qui était sur la Terre à une époque, qui est décédé. Donc, une conscience qui se retrouve avec son corps astral dans le plan astral. Donc, est-ce que cet être-là pourrait parler dans ma tête? Oui, il pourrait parler dans ma tête, puis il pourrait m'induire en erreur. Ce qu'il faut quand même tenir en compte, c'est que parfois, nos ancêtres, c'est nous-mêmes. Parce que des fois, les gens oublient qu'on se réincarne. On se réincarne souvent dans la même famille à plusieurs reprises. Donc, mon arrière-arrière-grand-mère, ben, c'était peut-être moi. Puis, je suis revenue dans la même famille parce que j'ai pas fini d'intégrer ce pourquoi j'étais incarnée. Parce que j'ai pas compris, j'ai pas été capable de vivre la fusion avec mon esprit, donc je dois me réincarner. Alors, donc oui, il peut y avoir des interférences qui proviennent des ancêtres, absolument. Mais faut pas oublier que notre ancêtre peut être nous-mêmes. Aussi. Merci pour cette réponse. Alors, Solune, qui est une autre modératrice aussi, qui se pose la question, le conflit entre le scénario, en tout cas de la source, ou de notre esprit, ce qui a scénarisé notre vie. On dit souvent que la vie n'est qu'un théâtre, un jeu, et quand on décède, finalement, on sort
de la scène de théâtre, mais on continue, on rejoint le public, et on continue de regarder la scène se dérouler. On devient enfin spectateur. C'est juste qu'on n'est pas au courant, on n'est pas conscient, on ne veut pas admettre que toutes nos angoisses, toutes nos peurs sont basées seulement sur un jeu de rôle, puisque finalement, lorsqu'on passe de vie à trépas, on n'emporte rien, absolument rien, même pas son compte bancaire, de l'autre côté. Voilà, tout est abandonné là où on a pris les choses. Donc c'est assez curieux de voir que ça tourne en boucle. Et elle se pose cette question, elle se dit, au passage sur l'une, en fait, elle se nourrit que de noix de coco depuis 3 ans. Voilà, c'est pour ça qu'elle a pas mal de problèmes de santé. Elle ne boit que du jus de coco en termes d'eau, et elle ne mange que de la chair de noix de coco. Ce qui est dangereux, il faut varier les plaisirs et les plats. Alors, quand on demande de vivre quelque chose, que ça n'arrive pas, puisque la pensée est créatrice, quelles sont les raisons pourquoi ça nous est refusé si on est créateur, si on est un peu architecte, si on peut demander les choses, si on est créateur, si on peut façonner la matière à notre façon, hein. On dit qu'on est fait à l'image de Dieu, par exemple, et donc on a ce pouvoir divin de malaxer, en tout cas, notre vie comme un potier arriverait à fabriquer un vase avec de la terre. De la même manière. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi? Alors là aussi, on va peut-être voir le côté bidirectionnel. Est-ce qu'on ne reçoit pas les informations de la source qui dit non? Ce n'est pas ce que tu dois vivre, ma fille. Tu as quelque chose d'autre. C'est un programme que je t'ai mis, tu dois suivre. Et elle va dire, non, moi je ne veux manger que des noix de coco. Ce n'est pas ce qui t'a été prévu dans le contrat. Voilà. Donc, est-ce que ça se passe comme ça, en aller-retour, en question-réponse avec la source, ou l'esprit? C'est ça le dialogue ou pas? C'est ça le conflit? Pourquoi les choses ne se réalisent pas comme on a envie que ça se fasse? Quelle bonne question. En fait, ça nous amène à expliquer le rôle de l'esprit puis le rôle de l'esprit universel. Alors, dans notre quotidien pratico-pratique, notre esprit universel nous montre la perfection de ce qu'on a envie de vivre. Donc, on pourrait dire une belle planète où est-ce qu'il n'y a pas de pollution, tout est beau, les relations interpersonnelles, ça va bien. J'ai pas de la difficulté à me trouver de la nourriture, j'ai pas de la difficulté à la digérer. Bon, tu sais, un monde où est-ce que ça coule, c'est fluide. Donc, toutes ces images-là qu'on peut ressentir, qu'on peut voir à l'intérieur de nous, mais proviennent de l'esprit universel. Donc, lui, il nous donne vraiment la direction d'une perfection à atteindre. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? C'est là que ça commence à être plus compliqué. On va aller voir du côté de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Ben, l'esprit, lui, il nous dit, OK, bon, ben, pour qu'on puisse être capable d'arriver à cette perfection-là, ben, la première étape, c'est de vivre la fusion, justement, avec l'esprit. Puis ensuite, on va pouvoir la vivre avec l'esprit universel. Alors, si on est pour vivre la fusion avec l'esprit, qu'est-ce que ça implique? Ben, il faut être capable d'intégrer l'intelligence de l'esprit. Intégrer l'intelligence de l'esprit, déjà, c'est de comprendre que c'est l'esprit qui crée tous les événements qu'on vit dans notre vie. Donc là, on dit, OK, alors là, il y a une partie de moi sur le plan surmental, donc mon esprit, qui fait en sorte que il empêche l'actualisation de ce que mon esprit universel me montre. Donc, la belle vie agréable là, que mon esprit universel me montre, ce à quoi j'aspire, ce qui fait envie que j'ai envie de me lever le matin, puis j'ai une volonté de faire quelque chose pour que ça soit un endroit plus beau sur la planète, dans ma famille, dans ma société, tu sais. Donc, c'est comme un élan qu'on a, que nous envoie l'esprit universel. Puis là, l'esprit, il dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça, puis ça arrivera pas, puis tu vas avoir de la difficulté à digérer, puis tu vas avoir de la difficulté à te lever le matin, puis tu vas avoir de la difficulté avec ton compte de banque, puis tu vas avoir de la difficulté avec ton patron demain matin, puis là, on dit, mais pourquoi il nous casse les pieds comme ça? Pourquoi il ne donne pas juste la planète à laquelle on aspire, puis les relations auxquelles on aspire? Mais le problème, s'il nous donne tout ce qu'on a besoin, ben on vit pas la fusion avec l'esprit parce que tout va trop bien. Puis la fusion avec l'esprit se vit via un processus qu'on pourrait dire identitaire. Un peu plus tôt, genre, on apprend à mettre nos limites, puis ça, c'est drôlement important. Donc, l'esprit nous envoie des événements qui correspondent pas à ce qu'on veut vivre, puis là, il faut lui dire non, ça me convient pas.
Puis là, on va commencer à dénoncer face à l'esprit tout ce qui nous fait vivre, qui nous convient pas. On va dire ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça là, j'en ai plus rien à foutre. Il faut changer, là, ça marche pas. Là, on dit, OK, il faut commencer à dénoncer à notre propre esprit. Oui, absolument. Puis qu'est-ce que ça fait occultement? L'esprit, c'est le pôle de la colère, c'est le pôle du mouvement, c'est le pôle yang, c'est le pôle du feu. Donc, l'esprit envoie un événement difficile à l'ego, donc un événement qui génère une tension. Après ça, ce même esprit-là va envoyer de la colère à l'ego. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, si on est trop spirituel, ben, on va dire, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire qu'il y a toutes sortes d'entités qui vont rentrer dans l'ego pour empêcher l'ego d'actualiser sa colère envers son esprit. Donc, tout le côté positivisme, là, on se fait avoir complètement, puis ça vient plafonner l'être dans son évolution. Alors, on a un événement de merde, on va le dire comme ça. On reçoit une tension, une colère, un feu. Ben, il va falloir prendre ce feu-là, le renvoyer à l'esprit, dire ça me convient pas, ça me convient pas. Puis qu'est-ce que ça fait? Le fait d'être capable de faire ça, c'est de dire, je prends l'énergie de feu de mon esprit, je le rentre dans mes corps subtils, puis ensuite, je réinforme l'esprit de comment c'est supposé fonctionner. Donc, c'est le fameux mouvement par en haut qu'on parlait tantôt. Donc, si on est capable de faire ce mouvement-là vers le haut, ben, toute l'énergie du feu, de la colère, c'est l'énergie qui va commencer à créer ce qu'on appelle le double éthérique. On en avait parlé un peu plus tôt. Donc, c'est vraiment par l'énergie de feu, par la colère, par la contestation qu'on va créer le nouveau corps subtil. Donc là, on comprend rapidement que si l'esprit universel me montre une image, mais c'est comme un appât, c'est dire voici ce que je posais vivre. L'esprit il dit non, tu iras pas. Donc ça oblige l'ego à contester envers l'esprit pour créer un double. S'il crée son double, ben déjà, il se retrouve à avoir une conscience surmentale plutôt qu'avoir une conscience astrale. Donc déjà, on est plus proche du but qu'on l'était. Donc là, ça commence à être intéressant. Donc l'ego va avoir une parole qui correspond à celle de son esprit. Donc moi, j'appelle ça le rapport de force, où est-ce qu'on va prendre le feu de l'esprit puis on va lui renvoyer. Donc c'est un processus qui dure un certain temps. Donc pourquoi que l'esprit maintiendrait une forme qui nous génère une tension? Des fois, c'est une forme qui va durer à long terme. Des fois, c'est quelque chose qui revient. C'est dire, mais voyons, pourquoi je me fais toujours laisser? Ben voyons, pourquoi qu'il arrive toujours ça? Pourquoi je me blesse toujours comme ça? Puis donc, quelque chose de récurrent, mais c'est tous des signes de dire, bon, ben un jour, il va falloir que la personne commence à contester, parce que positiver, ça sert plus à rien. Visualiser, ben je dirais, c'est parfait, mais votre esprit veut vous dire, veut vous amener à, oui, d'un côté, visualiser ce qu'on veut vivre. On lâche jamais cette visualisation-là, mais d'un autre côté, il faut faire des rapports de force puis dénoncer. Parce que tant qu'on ne crée pas notre double, il ne nous lâchera pas notre esprit, puis il va nous créer des événements de plus en plus difficiles, de plus en plus compliqués d'une vie à l'autre. Pour qu'on commence à faire des rapports de force. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est le cas. Alors, par exemple, Catherine qui, elle, hésitait entre deux soupirants, deux amours, elle n'arrivait pas à choisir, et finalement, elle a décidé de déménager au Congo où la polygamie est autorisée pour pouvoir épouser ces deux hommes. Voilà, elle a réglé le problème comme ça. Comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà, ça, c'est la solution de Catherine. Elle n'était pas d'accord, justement, avec l'imposition du lieu où on l'a fait naître, où c'était interdit de pouvoir se marier qu'une seule fois. Voilà, c'était une façon de faire. Boutade à part, quelqu'un demande sur le chat comment perdre en densité. Moi, j'ai beaucoup de densité, je te conseille de faire un régime comme moi. Et de perdre en densité, tu verras, tu perdras du poids et tu seras beaucoup plus légère. Déjà, on va voir... tu fais des consultations à distance, hein, Sandra, hein? J'en fais, mais j'ai une longue liste d'attente. Alors ça, c'est un peu compliqué. D'accord. Alors, je vous invite à vous connecter sur le site supramental.biz, qui est le site internet. Les liens sont dans la description, hein, donc vous n'avez qu'à y aller. Votre serviteur s'en est occupé. Tiens, il y a une quatrième langue qui est apparue, l'italiano, ici. Donc voilà. Donc tout est traduit. Elle est en train de l'apprendre, hein, et bientôt elle va chanter italien aussi. Voilà, vous avez sa chaîne YouTube que vous pouvez retrouver ici. Vous avez son Facebook. Vraiment, tous les liens sont dans la description, je vous l'ai dit. Vous avez aussi son Instagram que vous pouvez voir. Ce n'est pas fini, on va voir aussi. Je vous parle de la boutique rapidement. C'est Noël 2023, c'est le code promo pour avoir
15% sur toute la boutique, excepté les livres et les oracles, mais vous pouvez trouver de tout. Et puis, demain matin, nous serons avec Astrid Ange Médium. Non, pas demain matin, après-demain, pardon. À 11 heures, on attaquera en tout cas la fin de week-end avec Médium Artisan de la Lumière, malgré moi, en fait, malgré elle. On verra son histoire par la suite. En termes de questions, Sandra, j'ai d'autres questions à te poser. Notamment, tu parles de ce double éthérique, qui nous rapproche un petit peu plus de la source. On a parlé tout à l'heure que le fait de perdre en densité, nous permet d'avoir, notamment le corps astral a des possibilités que notre densité dans la matière incarnée ne peut pas. Donc ça libère les champs des possibles. Mais si on crée son double éthérique, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd, tu as dit cela tout à l'heure, est-ce que de créer ce double éthérique n'est pas l'intuition qu'on écoute, la petite voix, le médium, le voyant, parce que ce double éthérique, qui lui est très peu dense et très peu ténu, est capable d'aller voyager dans le temps et peut-être d'anticiper, de nous ramener des informations du futur pour me dire voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va se passer, et donc informer celui qui est resté dans la densité. L'autre double qui lui était resté très dense. Est-ce que ce double éthérique n'est pas en réalité le guide, l'ange gardien du voyant, du médium ou de la personne très intuitive? Est-ce que c'est ça la clé? Très bonne question. OK. Donc, l'intuition, on pourrait dire, il y a beaucoup de gens qui en ont, une intuition, un ressenti intérieur. Donc, ça, on pourrait dire, bon, ben, ça serait une capacité de recevoir une subtilité d'information qui peut provenir de l'esprit universel. Le problème avec l'intuition, c'est pas assez compact, c'est pas assez direct. Alors, quand je parle à mon double, c'est pas des intuitions que je reçois de lui, c'est vraiment une vibration claire ou même des mots clairs. C'est un ou l'autre, c'est une vibration, c'est des mots. C'est vraiment un contact télépathique. Alors, je lui pose une question, j'ai une réponse. Tac, tac, tac. Alors, on parlait de la fameuse radio, mais si moi je lui parle, il doit me répondre. Si vous me posez une question, ben mon double doit se déplacer pour aller chercher la réponse pour pouvoir vous la donner. Alors, c'est vraiment ça. Puis ensuite, ben, il me l'envoie par vibration. Puis moi, ben, je mets des mots sur la vibration et c'est ce que je vous dis. Puis si jamais la vibration, j'utilise pas le bon mot, ben je me reprends, j'ai oups, non, là on est à côté. Donc c'est vraiment dire faut que ma parole respecte la vibration que je reçois continuellement. Alors si on parle justement des médiums, ceux qui parlent des anges gardiens, etc. Souvent, ben, on va parler l'ange gardien, ça peut être un égo mort en astral. Ça peut être un esprit, puis normalement, c'est pas autre chose que ça, si tout va bien. Alors, un ange gardien, par exemple, ma mère est décédée, puis elle est dans le monde astral, dans le monde de la mort, puis elle reste autour de moi, puis on vit une relation d'entraide au niveau télépathique. Ça pourrait être ça. Il y en a que c'est plutôt sur le plan d'un esprit, donc il y a un esprit qui peut me parler à partir du plan surmental. Ça peut être mon esprit, mais ça peut aussi être l'esprit de mon voisin, ça peut être l'esprit de l'épicier du coin. Alors, ce qu'on appelle un ange, le parallèle dans le monde supramental, mais c'est le terme esprit. Puis l'esprit, évidemment, on peut jamais le croire. Donc, on prend l'information, puis on voit si ça résonne avec nous ou pas, parce que dès qu'on croit, mais c'est là qu'on va se faire piéger par la polarité, le bien et le mal. Puis dès qu'on tombe dans la polarité, on peut plus recevoir l'information juste et faire l'équilibre entre l'esprit et l'esprit universel. Alors, le médium, lui, va donner une information. Il va souvent travailler en divination. Donc, voici ce qui va arriver, ta. Dans le monde supramental, on ne fait pas du tout de divination. Pourquoi? Parce qu'on a compris le phénomène des lignes de temps. On pourrait dire, mon ego est sur une ligne de temps. À chaque fois que je me laisse interférer par une entité puis je lui donne suite, il va avoir une multiplication de lignes de temps. Donc, je vais me retrouver sur plus de lignes de temps qu'avant d'avoir cru l'entité ou donné suite à l'énergie de l'entité. Puis ensuite, s'il arrive un événement que normalement j'aurais cru l'entité,
puis là, je vois le jeu, je me fais pas prendre, il va y avoir convergence de lignes de temps. Donc, on pourrait dire le futur n'est pas parfaitement déterminé. C'est pour ça qu'on va dire des fois, ben tel médium s'est trompé. Mais s'il est très bon, c'est pas nécessairement parce qu'il se trompe, qu'il fait une erreur, c'est parce que lui va toujours travailler en fonction du pourcentage de probabilité qu'un événement se produise en astral. Donc, on pourrait dire que la charge énergétique est la plus grande. Donc, il va dire, mais ça va arriver parce que c'est ça qui a une charge la plus grande présentement. Mais en fonction de moi, ce que j'appelle la diffraction, donc je perds mon énergie prépersonnelle, puis j'accepte une entité à la place. Donc, je crois l'entité au lieu de vibrer au réel de qu'est-ce qui se passe dans l'événement. Donc, si je me fais piéger, ben le futur va être différent que si je me fais pas piéger. Alors, toute forme de divination, ben ça peut pas être absolu, puis ça le sera jamais, étant donné du principe là des lignes de temps. Ça, c'est quelque chose qu'on étudie aussi dans la conscience supramentale, justement, comment l'ego multiplie ses lignes de temps. Donc, on se retrouve effectivement le même ego sur plein de lignes de temps parallèles. Puis, l'objectif, c'est de tout ramener ces lignes de temps-là ensemble pour que ça devienne une seule ligne de temps. Comme on pourrait dire, bon, mais l'esprit universel, lui, est dans le plan supramental. On peut dire, il est dans l'éternité de la conscience. Il n'y a pas de temps. Le temps a commencé dès qu'il a diffracté ou perdu une partie de son énergie, puis est devenu esprit. Donc, les esprits, eux autres, sont dans des lignes de temps. Puis à chaque fois que l'esprit a perdu un peu de lumière, parce qu'il a cru une entité, parce qu'il s'est fait jouer dans sa psyché, parce qu'il pouvait pas supporter telle chose, telle chose, telle chose. Donc, lui, bon, ben, il créait des nouvelles lignes de temps. Donc, notre esprit est déjà sur plein de lignes de temps. Puis ensuite, l'esprit a encore perdu de la lumière, de l'énergie pour devenir un ego. Puis là, ben, il y a eu encore des nouvelles lignes de temps. Donc, on se retrouve avec des milliers, des milliards de lignes de temps quand on est sur la Terre. Puis ensuite, c'est de dire, OK, bon, ben, à chaque expérience où est-ce que j'ai perdu ou diffracté, ben là, on va m'amener un événement similaire où est-ce qu'il va falloir que je vois le jeu, que je me fasse pas prendre. On va commencer à converger nos lignes de temps, puis c'est là qu'on commence à avoir une cohérence. C'est là qu'on commence à vraiment comprendre le réel, parce que on réalise qu'il n'y a plus de libre arbitre. Il y a une seule possibilité devant nous, puis c'est la non-diffraction. Parce que c'est pas l'ego qui choisit l'événement, on l'a vu plus tôt, c'est l'esprit qui crée l'événement. Donc, l'ego, le seul travail qu'il a à faire, c'est de vivre l'événement que lui présente son esprit, mais sans diffracter, sans perdre l'énergie, c'est-à-dire sans jamais perdre conscience de son esprit et de son esprit universel dans l'événement. De toujours être plein de sa propre lumière à lui, plutôt que de réagir à une lumière astrale ou à une lumière surmentale qui est pas sienne, donc à une interférence. Alors, c'est un peu ça l'idée. Alors, donc, notre esprit, il est pas là pour nous parler de ce qui s'en vient demain. Par contre, il va pouvoir vibratoirement nous parler des différents paramètres, comment va se vivre l'évolution. Donc, c'est pas tant, bon, mais tu vas avoir un accident demain, parce que ça, il vous le dira pas, hein. Normalement, là, il vous le dira pas si vous avez un accident demain. C'est pas aussi précis, ouais, en effet. Puis s'il y en a qui arrivent à avoir une information précise comme ça de l'esprit, moi, c'est arrivé pendant une certaine période de ma vie que mon esprit me disait tout, puis on voit que c'est pas vivable. Parce que si l'exemple, je ne donnerai pas l'exemple tout au long, là, j'en ai parlé dans d'autres entrevues, mais l'exemple pourrait être, par exemple, on rencontre une personne qui nous intéresse beaucoup, puis là, votre esprit vous dit, bon, ben c'est la prochaine personne avec qui vous allez être en couple. Ah, OK, parfait, mais ça va être temporaire. C'est juste temporaire. Ben, dans ce cas-là, je suis pas intéressée. Non, t'es obligé. T'es obligé parce que tu sais, puis tranquillement, on réalise, ça nous crée tellement de tension de tout savoir. S'il me dit, par exemple, ben demain, tu vas avoir un accident quand tu vas traverser la rue, ben moi, je traverserai pas la rue demain. Tu sais, je vais rester chez moi. Donc oui, il y a des épreuves, des actes manqués qu'on peut louper à cause de ça. Et puis l'expérience que l'on peut vivre avec quelqu'un qui va être une aventure, passagère avant de trouver le grand amour, peut-être préparatoire pour justement peut-être mieux supporter le caractère de l'autre ou être plus réceptive à l'autre. C'est nécessaire. On devait en passer par là.
Faut l'accepter, ça. Donc oui, donc il y a un processus, tu sais, alors c'est de dire, bon, ben l'esprit nous dit pas tout, puis même des fois, l'esprit peut jouer avec l'ego, hein. L'esprit pourrait me dire, ah, mais demain, tu vas avoir un accident de voiture, donc là, j'ai un peu peur, disons, alors, je reste chez moi toute la journée, puis je prends pas ma voiture, puis à la fin de la journée, j'ai mon esprit, ah, j'ai pas eu d'accident de voiture, là, tu sais, puis il va dire, ah, bon, mais c'est pas fini, tu sais, parce que finalement, t'as eu une tension toute la journée. Premièrement, est-ce que tu as fait des rapports de force à chaque fois que tu avais une tension ou est-ce que tu vis tout psychologiquement? Puis lui, son but avec mon ego, mais c'est de me faire crier mon double, c'est pas de me donner une vie agréable. Puis ça, c'est important de le comprendre. La prémisse initiale de l'esprit, c'est pas de rendre la vie de l'ego agréable, point final. C'est de le rendre immortel. Parce que tantôt, j'avais dit l'esprit universel, lui, il est éternel. J'avais dit l'esprit, ben lui, il est dans le temps, mais il est immortel, il meurt plus, il est en continuité de conscience. Donc, ce que veut l'esprit pour l'ego, c'est qu'il y ait fusion pour que l'ego, devenu fusionné avec l'esprit, donc ego-esprit, ben, devienne immortel pour qu'on arrête de se réincarner. Donc, lui, il est beaucoup plus intéressé à vous rendre malade, à vous couper vos finances, à vous casser les pieds, puis que vous fassiez des rapports de force, puis que vous soyez capable de créer votre double dans le processus, que de vous donner une vie agréable. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, si je reviens à la question, justement, le double éthérique dans tout ça, tu sais. Donc, si je suis capable de garder une communication avec mon esprit, faire des rapports de force quand ça me convient pas, au début, l'esprit nous parle pas, c'est normal. Vous dites, oui, mais je lui parle, mais il me répond pas, c'est normal. Il fait Oui, du mutisme pendant des années. Ça, c'est un phénomène bien connu, bien documenté. Puis il y en a qui vont dire, ben, qu'est-ce qui me dit que ça fonctionne, tout ça, s'il me répond pas? Puis là, bon, ben, on commence à douter, mais ça, c'est une autre période qui est normale, naturelle. Il y a une période où il faut épurer le doute, il faut apprendre à savoir de par nous-mêmes plutôt que de croire. Donc, on voit que c'est tous des processus extrêmement importants dans l'évolution de la psyché humaine pour avancer. Puis le jour qu'on est capable de vraiment commencer à rentrer dans un rapport avec l'esprit, on lui renvoie le feu de toutes les tensions qui nous fait vivre dans les événements. Donc, on crée notre double, puis notre double, ben, tranquillement, va commencer à pouvoir nous donner des réponses au fur et à mesure qu'il va être assez fort pour se déplacer. Donc, quand sa capacité de déplacement va être assez grande, ben, il va commencer à pouvoir me donner des réponses, puis pas des réponses dans 6 mois oui. ou dans 3 ans, parce que des fois, ça lui prend 3 ans, il se déplace tellement pas vite, notre double, il n'y a pas assez d'énergie dedans, qu'il nous donne la réponse à notre question 3 ans plus tard. On dit, ouais, c'est un peu long, hein? Oui, oui, non, mais ça répond aussi indirectement aux personnes en se disant pourquoi je n'arrive pas à incarner, en tout cas, à faire réaliser ce que je souhaite. Ça Ouais. répond en même temps à l'autre question. On va parler justement, encore une fois, je vous renvoie au site de Sandra Vimont. Elle vous propose un concours, puisqu'il y a une longue liste d'attente pour ceux qui feraient ça à distance. Elle peut vous recevoir en présentiel. Simplement, elle propose, voilà, vous partez de France à la nage jusqu'au Québec. Pour ceux qui arriveront, elle offrira une séance gratuite aux champions. Il y en a peu en général qui arrivent au bout. Et donc, ça permet, si vous êtes courageux, vous pouvez vous lancer et le faire, notamment, c'est à la nage. Voilà. Ben, ce que je pourrais dire, les rencontres en un à un, il y a quand même, oui, une très longue liste d'attente. Des fois, on prend des noms, des fois, on n'en prend pas parce que la liste est quand même très longue. Mais il y a quand même, au niveau des formations, là, moyen de Oui, pouvoir me rencontrer dans ce cadre-là plus rapidement. Puis il y en a qui disent, oui, mais c'est toujours complet, il n'y a jamais de place. Ben, contactez-nous, puis des fois, ben, on va ouvrir des nouvelles dates, mais pour vous, en fonction de la demande, parce qu'on fonctionne beaucoup quel cours qu'on met en avant-plan, mais c'est beaucoup en fonction de la demande. Alors, quelqu'un qui est intéressé à une formation, ben, écrivez à mon assistante, puis donnez votre nom. Puis des fois, il y a une annulation dans quelqu'un qui avait donné son nom puis qui peut plus être là, qui peut plus être présent, ben il y a quelqu'un qui va prendre sa place nécessairement. Puis soit vous pouvez rentrer comme ça, ou bien finalement, ben vous donnez votre nom, puis à un certain moment, on vous recontacte, vous dites, bon ben ok, on a une date pour vous, puis on, on peut travailler de différentes façons. Donc c'est quand même pas facile du premier coup en privé, mais je dirais dans toutes les activités de groupe. Quand je dis de groupe, on est loin d'être 200. Là. Moi, je garde les groupes petits.
pour vraiment faciliter les échanges, pour faciliter l'interaction, que les gens puissent me poser leurs questions. Alors, donc c'est toujours dans les formations là, des petits groupes. Oui, parce que il y a ce contact humain et cet aspect très privé, très personnel. Euh, on va, on va peut-être conclure cette émission, si tu veux bien, Sandra, avec les pensées collectives, c'est-à-dire les égrégores collaboratifs. Là aussi, c'est pareil. Il y a certaines personnes qui font, je sais pas, des méditations de groupe avec une intention posée pour quelque chose ou pour quelqu'un en particulier en disant, voilà, on va concentrer nos aides, comme on vous l'a demandé en début de soirée, de mettre des cœurs pour le chat, voilà, pour ton petit bébé à toi, hein, voilà, pour soulager ses douleurs s'il en a, pour partir en paix. Alors ça, est-ce que le fait d'additionner les vecteurs de pensée de chacun renforce une idée, un égrégore, et la réalisation autoréalisatrice de cette pensée si tout le monde accorde ses violons avec sa propre énergie? Tu parlais tout à l'heure, pas assez d'énergie pour l'un ou pour l'autre. Là, quelles que soient les faiblesses et les forces des uns et des autres, elles finissent par s'additionner. Est-ce que tu peux nous en dire un bout, s'il te plaît? Absolument. L'aspect collectif, il est loin d'être banal, puis je dirais, il est de plus en plus important que l'être humain se tienne, tu sais, l'un et l'autre, peu importe la couleur, la langue, la race, de dire, mais d'aimer réellement l'être humain dans sa sensibilité la plus profonde, même si des fois l'être humain fait des dérapages parce qu'il y a des interférences, puis il croit à ses pensées, il croit à les interférences. Mais si justement, on se dit, bon, mais on se met tous ensemble sur un sujet, on va aider une personne, on va visualiser, l'exemple est bon, ma petite Léla qui va mieux, puis on se met ensemble, puis avec l'intention ben, ça nous ramène à la vision de l'esprit universel. Donc, on se met ensemble pour être capable de placer une énergie de groupe pour améliorer les choses. Donc, ça peut être fait, oui, pour un petit chat, ça peut être fait pour un être humain, ça peut être fait pour un pays, une société. Toutefois, ça n'enlève pas au niveau individuel le travail que l'esprit va actualiser avec l'ego. Donc, ça n'enlève pas le fait de dire, bon, ben OK, si la personne, par exemple, avait un cancer, puis on se regroupe à tous les soirs, à toutes les semaines, puis on envoie de l'énergie, puis la personne est d'accord, parce que ça prend normalement là, que la personne soit d'accord de recevoir ça aussi. Alors, c'est de dire, bon, ben OK, tout se passe bien, mais cette personne-là, même si elle guérit de son cancer, ben il y a quand même une suite à sa vie où est-ce qu'elle va vivre des tensions, puis où est-ce qu'elle va se faire initier par l'esprit. Mais on pourrait dire, tout est un processus quand même individuel en bout de ligne. Donc, par exemple, la personne qui reçoit toutes ces belles intentions, ces belles visualisations, mais qu'est-ce qui arrive? Ça va cristalliser une énergie qui est plus fluide, on pourrait dire une énergie de guérison qui va transformer la matière, parce que l'invisible transforme la matière et non l'inverse. Donc, on pourrait dire, mais toute la structure qu'on va harmoniser dans l'invisible, mais tranquillement, elle va se cristalliser dans la forme matérielle et, oui, pourrait amener une belle harmonisation chez la personne. Alors, on pourrait dire, oui, il y a un lien, mais cette personne-là continue sa vie, puis elle va se faire casser les pieds par son esprit pour justement développer le rapport de force, pour créer son double. Puis on pourrait dire, ben peut-être que ce qu'elle a reçu de soutien de d'autres, ben vibratoirement, ça change sa conscience, elle pourra plus vivre sa vie de la même façon. L'être humain, elle va plus le percevoir de la même façon. Il peut y avoir toutes sortes de prises de conscience qui se font suite à des épreuves comme ça qui sont extrêmement ardues. Puis, si on dit, bon, ben, par exemple, la personne, elle a guéri de son cancer, ben, c'est bien parce que son esprit l'a approuvé. Parce qu'il pourrait y avoir la même méditation, puis l'esprit décide que non, ça passe pas. Parce que c'est toujours l'esprit qui crée l'événement, mais on se comprend que les esprits se parlent entre eux aussi. Donc, peut-être dans certains contextes, ben, ça va prendre plusieurs esprits ensemble, puis plusieurs égos ensemble pour dire, bon, ben oui, on va faire en sorte que quelque chose qui était médicalement impossible est devenu possible, tu sais. Wow, Donc, c'est c'est génial. vraiment être capable de comprendre l'aspect multidimensionnel de chaque réalité. Donc, si ça fonctionne pas, mais c'est pas parce que la méditation n'a pas été bonne, pas assez correcte, pas assez Hmm. longue. C'est parce que l'esprit a décidé que ça s'arrêtait là.
Merci à toi. J'ai reçu un message donc de Catherine. Catherine qui a dit non, finalement, deux mecs, c'est chiant, donc elle est revenue en France. Elle n'est pas restée longtemps, elle a fait l'aller-retour. Merci à elle, en tout cas. Merci à toi, justement, Sandra. Je vous invite à vous connecter sur supramental.biz, sa chaîne, justement, YouTube, sur laquelle tu traites des sujets, sur Facebook, son réseau social aussi d'Instagram. Et puis, je vous rappelle aussi que la boutique est ouverte tous les dimanches pendant ces fêtes-là, si vous voulez, les week-ends. On est présent et je suis présent aussi à la boutique physique au 38 rue Jacquemart si vous voulez venir à notre rencontre. Moi, Christelle, Christine. Eh bien, en plus, je vous le dis, ceux qui viendront en tout cas à la boutique auront la chance de découvrir le véritable visage de la femme de l'ombre. Christine, en tout cas, toi, tu es pas dans l'ombre, tu es dans la lumière et tu apportes la lumière aux autres. Et ça qui est important, justement, éclairer pour démystifier ce qui est mystérieux, hein, si je comprends bien. Et c'est vrai que pour certaines personnes, dont moi, j'en fais partie, en tout cas, mon mental fonctionne ainsi. Si je fais ces émissions, c'est parce que pour moi, ne pas comprendre quelque chose est une souffrance. Et donc, je fais ce métier pour comprendre, parce que quand on comprend, eh bien, ça soulage, ça fait du bien. Voilà, on se dit, quelque part, je ne suis pas fou. C'est toujours pareil, hein, je le dis, hein, quand on prend une claque, si la personne vous dit pourquoi elle vous gifle, bah vous comprenez, même si vous n'êtes pas d'accord. Par contre, quand une personne vous gifle sans raison, vous avez qu'une envie, c'est de la tuer. Le tout, c'est pas de faire, c'est tout. Voilà, au moins c'est clair. En tout cas, Sandra, merci beaucoup pour tes explications extrêmement complètes. Je suppose que beaucoup d'entre vous auront besoin, et c'est normal, moi aussi, d'un replay pour pouvoir à un moment donné faire pause, pour alchimiser tout cela, digérer les informations. En tout cas, il y a eu beaucoup de liens et beaucoup d'informations, et je te remercie pour la richesse du vocabulaire et de l'information que tu nous as donné, en tout cas des ponts que tu as pu faire. Je sais que certaines personnes ont pu comprendre pourquoi elles vivaient certains événements, pourquoi d'autres qu'elles souhaiteraient vivre ne sont pas là. Voilà, c'était une façon de voir les choses, et puis surtout de les voir dans une... moi, ce que je comprends dans ce que tu fais, Sandra, c'est que tu essaies d'exposer la vérité manifeste, et pas la vérité mentalisée du point de vue de chacun. Parce que toutes les vérités sont justes de leur point de vue, mais si on se met à l'extérieur du point de vue de l'esprit universel, la justice, la vérité selon l'esprit universel n'est pas celle que l'on voit incarnée et de notre point de vue. Et cela demande un gros effort d'élargissement de sa propre conscience, sans faire de sortie astrale, ce qui est extrêmement difficile, parce que les chevaux sous le crâne sont en train de taper pour sortir, pour dire je veux penser plus loin, plus haut, plus fort, et c'est pas le cas. Alors si vous n'êtes pas un voyageur astral, ça va être compliqué, mais si vous faites un petit peu l'effort de vous mettre ne serait-ce qu'à la place des autres, ou la place de votre ennemi, vous pourrez comprendre que lui aussi, son point de vue est tout aussi juste que le vôtre, même s'il est opposé au vôtre. J'espère que c'est compliqué, mais vous pouvez rembobiner et revoir en ralenti. J'ai pris quelques petites notes juste pour Je t'en prie. rebondir. Rapidement. Puis en passant, la boutique qui a été montrée juste avant, c'est pas ma boutique, mais bien Oui, la oui, tout à fait. Non, boutique. non, je suis pas au Québec, moi. Je suis bien en France, c'est pas de souci. Ça soit clair, il y en a qui vont dire, ah, est-ce que Sandra, t'as une boutique? Donc, la boutique, c'est pas la mienne, là, celle qui a D'accord. été Oui, oui, c'est montrée. ça. C'est Curious Apprentice. Tout à fait. Juste être certaine que c'était clair. Puis, puis en fait, tu as utilisé le terme vérité. Puis, juste pour faire une belle petite nuance, à nous, le supramental, on est toujours dans de la nuance, dans de la nuance, dans de Oui, la bien nuance. sûr. On va même ne pas utiliser le terme vérité parce que là, ça nous amène à la polarité du vrai, du faux. Donc, par choix, on décide de plus utiliser le terme le réel. Donc, on n'est pas dans le vrai, on n'est pas dans le faux, on est dans le réel. Mais je comprends que la vibration de la façon que tu l'as apportée était identique. Mais nous, pour vraiment faire une distinction, donc on va dire, bon, mais le réel, donc c'est vraiment la vision objective au-delà du vrai, du faux, du bien, du mal. C'est comme dire, on a une pièce de monnaie, il y a toujours deux faces. Puis nous, ben, on veut sortir de cette dualité-là, de cette polarité-là. Puis comment on sort de cette polarité-là? Comment on cesse de se faire prendre avec une vérité puis une croyance que là, il faut faire la guerre à l'autre finalement, parce que ça aboutit souvent vers ça, les croyances. J'ai raison, t'as tort, puis on va essayer de défendre notre point de vue au lieu de comprendre le réel de où se situe l'autre, dans comment il se sent, dans ce qu'il vit. Donc, le terme réel, c'est vraiment un terme qui nous dit, bon, ben OK, on prend un pas de recul,
puis dire, OK, on regarde la pièce de monnaie, on regarde un côté, on regarde de l'autre, puis on dit, OK, comment faire une synthèse entre les deux qui va pouvoir harmoniser pour aller chercher une vision vraiment d'ensemble qui va inclure le vrai et le faux, mais dans le sens qui va comprendre les deux. Puis on va faire un pas plus loin que le vrai et le faux. Puis justement, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Entrer dans le réel. Donc on Oui, rentre dans un réel qui dépasse la polarité, le bien, le mal, puis qui dépasse justement toutes les interférences que peut vivre une personnalité, parce que on apprend à découvrir la personnalité. Qu'est-ce que c'est une personnalité par rapport à la personne réelle? Donc, on décortique tout ça avec un grand plaisir, avec toujours des mots extrêmement précis. Puis, j'espère que ça n'a pas été trop dense, parce que moi aussi, quand je donne des entrevues, je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, qui écoutent, qui ont envie de venir chercher des nouvelles informations. Il y a des gens qui viennent pour la première fois, puis ce que je dis, il faut que ça soit quand même compréhensible. C'est de trouver justement, tu sais, l'intelligence, l'amour. Faut oui. être capable de dire, bon, ben pour l'un, pour l'autre, comment trouver le point parfait pour que les personnes qui commencent soient pas trop perdues, que ça soit pas trop dense, trop lourd, que Bah, ça du devient moment comme... que chaque personne comprenne que finalement un miroir entier qui est la vérité absolue, s'il est brisé en 1000 morceaux, chacun a un bout du miroir. Mais je dirais presque que si chacun a un bout de miroir, un miroir, à s'y méprendre, ressemble à un diamant. Vous êtes tous des diamants. Voilà ce que je retiendrai moi. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Sandra. Merci à toi. Belle soirée. Au revoir à tous. Au revoir. Et oui, pour ceux qui se demandent comment elle est rentrée, à dos de cheval avec Jésualda qui est allé le chercher. Voilà. Merci.